Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du MangaCast, le MangaCast, le dossier, le numéro 51, le janvier 2018. Alors quel est le sujet Le sujet, ça va être Angoulême, le manga, y a-t-il sa place ? Le 45e festival vient de fermer ses portes, on revient un peu là-dessus, donc est-ce que le manga y est le bienvenu ? On va en discuter, donc aujourd'hui ça sera un petit débat entre nous, et autour de la table, nous avons Thunder Geek. Hello. Voilà, nous avons le retour de Marcy. Hello. Merci. Nous avons l'éponyme Daniel Andreev, venu d'on ne sait où. Devenu d'Angoulême, donc puisque c'est le sujet. Bonsoir tout le monde, ravi d'être ici. Daniel Andreev, journaliste et auteur multilingue. Exact. Nous avons aussi monsieur Grégoire Hello, directeur de collection de Kurokawa. Bonsoir. Oh, c'est formidable. Également en direct d'Angoulême. Il y a eu le week-end entre deux, mais voilà. Oui, j'arrive d'Angoulême presque. Monsieur Fabrice Renaud, interprète et agent, l'ai-je bien dit ? Bonjour, bonsoir, merci, oui. D'accord, c'est formidable, cet homme est génial. Alors, donc nous allons entamer tout de suite notre petite discussion avec une question qui s'adresse à vous trois, donc on va commencer dans l'ordre par Daniel, puisque je suis en face de moi, c'est plus simple. Quel est votre premier contact avec le festival d'Angoulême ? Alors c'est assez original pour moi, puisque c'était, figure-toi, mon premier festival d'Angoulême de ma vie. C'est très paradoxal, alors que j'ai fait à peu près tous les autres salons dans le monde, Comic-Con San Diego, Tokyo Game Show, j'ai fait tous les salons de BD, je suis un vétéran des cartoonistes, mais alors je me suis dit, ça y est, c'est mon premier Angoulême, j'y vais. Parce que c'était pas souvent un salon dédié ni au Japon, paradoxalement pas beaucoup pour les États-Unis, et donc du coup c'est pas que je trouvais que Angoulême boudait les mangas, mais moi je boudais Angoulême, et je me suis dit allez, ce coup-ci, cette année c'est la bonne, et j'y suis allé sans aucun préjugé. Je me suis dit allez, ce coup-ci c'est la bonne, et je vais partir à la découverte, et j'y suis allé à la bonne année, puisque c'est l'année dite des mangas à Angoulême. J'ai été surpris en bien, parce que j'en avais entendu que du mal en fait, et il faut le dire aussi, c'est que Angoulême quand même avait une très mauvaise réputation ces dernières années, particulièrement par exemple de mes camarades américains. En général, il y a eu les fiascos des remises de faux prix, il y a eu le problème des femmes à Angoulême, puisque ça c'était il y a 2 ans, où ils ont vraiment eu de gros soucis. L'an dernier même. C'est l'an dernier aussi. Donc du coup j'y allais genre waouh, on va sur un champ de ruines et on va voir comment ça se passe, et en fait c'est ce qu'on va voir durant cette émission. J'ai été assez agréablement surpris après quand même plus de 20 années d'observation du monde de la Japanime. Il y a eu quand même quelques changements, et c'est vraiment le salon du changement pour moi. Greg ? Alors moi, Angoulême, j'y suis allé pour la première fois en 2005 ou 2006, je crois, en tant que Kurokawa d'ailleurs, et c'était sympa. D'accord. Je venais de débuter dans le manga, donc j'étais encore assez naïf, et puis surtout on avait la chance d'arriver au moment où il y avait les très très grands travaux d'Angoulême, donc on était très isolés. C'est-à-dire qu'il y avait la bulle manga d'un côté et la bulle des autres de l'autre côté, donc on n'a pas trop été exposé au racisme cette année-là. On était en bout de bulle avec, si je me souviens bien, Panini Tonkam, Soleil Manga et un autre éditeur qui faisait du manga et de la BD, mais qui avait décidé de séparer sa BD et son manga. Et à l'époque, c'est vrai que ce qui m'avait marqué, c'est que tu avais les stands de Dargo et de Glénat par exemple n'avaient pas de manga. Il fallait les demander à la caisse, ils étaient cachés, parce qu'ils ne voulaient pas vexer les auteurs français qui étaient sur place. Et c'est pareil, le stand Soleil avait décidé de déporter les mangas ailleurs pour pas... Ah oui, je me souviens que ça avait... le côté Soleil avait fait pas mal de bruit à l'époque. Vous avez un petit peu... mais bon, après, il y avait les sensibilités de l'époque qui effectivement étaient assez exacerbées sur l'arrivée du manga. Voilà, donc est-ce qu'il a sa place aujourd'hui ? Oui, mais je t'avoue que même si cette année c'était une belle année pour le manga, on sent que c'était un peu forcé quand même. C'est-à-dire que on rentrera peut-être dans le vif du sujet plus tard, mais tu as des gens qui sont très enthousiastes et très ouverts sur le manga, comme Stéphane Beaujean, qui a fait vraiment un effort incroyable pour avoir toutes ces planches magnifiques, pour avoir tous ces invités.
mais tu peux pas forcer les gens à aimer le manga, et quand pendant des années les gens étaient là, salauds de japonais qui viennent nous envahir et nous piquer des ventes et tout machin, tu peux pas leur demander du jour au lendemain d'être sympa. Et donc c'est vrai que le manga cette année je l'ai trouvé mieux accueilli que les autres années, mais il y a quand même des petits regards en coin, genre vous faites du manga, voilà. Et toi, Fabrice? Alors moi c'était en 2007 et j'étais venu en tant qu'interprète pour une mangaka qui était venue, alors je sais plus pour quel éditeur c'était, mais c'était chapeauté par Dargo, donc ça devait être Kana, je crois. Et c'était quelle série ou quel mangaka? C'était Ichiguchi Keiko. Si je me rappelle bien. En quelle année? En 2007. Et c'était vraiment, ça avait été vraiment au pied levé. J'ai été contacté style 15 jours avant, même pas. C'était on a besoin de quelqu'un parce qu'elle vient. Parce qu'en fait, si je me souviens bien, en fait, elle vit en Italie parce que son mari est un scénariste de la série Tex, un fumetti, comme on dit, italien. Donc ils ont dû se dire, ça va être cool, un mangaka qui est pas trop loin. C'est moins cher que Paris Tokyo, ouais. Ouais, c'est sûr. Et donc voilà, donc j'avais été interprète, aller-retour avec elle en TGV, et puis bon, la séance avec les journalistes et tout, c'était bien. D'accord. Mais bon, c'était aussi un peu, je crois qu'en 2007 quand même, on était dans un petit coin parce que c'était, elle avait que 2-3 titres, dont un bouquin sur la Belgique, mais on était juste, on était dans l'enfilade où alors c'était bourré de Naruto, etc. Donc voilà, Naruto, donc c'est Kana. Du coup, quelle différence vous notez par rapport au salon vraiment spécialisé manga, que ce soit les Toulouse Game Show ou même les Japan Expo? Vous voyez une vraie différence par rapport à Angoulême, qui est un salon de bande dessinée franco-belge à l'origine? Qui se lance? Ça va être très long, je pense. Je vais être bref alors. Ouais, vas-y, toi le premier, on va faire dans 100 ans. Alors, en fait, il y a un truc qui est amusant avec la présence du manga, c'est parce que le manga a été condamné à la coexistence pendant très longtemps. Moi, je vous parle d'un vieux temps, mais il y avait BD Expo, où alors du coup, il y avait un côté franco-belge et un côté manga, et la différence se voyait beaucoup parce que les mecs du manga en général ils étaient assis sur les genoux ou par terre, et les franco-belges ils avaient des sièges, et en fait ça se voit, ne serait-ce que il y a une espèce d'aristocratie. C'était le mur de Berlin à l'époque, je me souviens. Il y avait vraiment, et il fallait, et ça se mélangeait pas du tout, et les gens ne franchissaient jamais la barrière. Alors si, les fans de manga allaient vers la BD, et les fans de BD n'allaient pas vers le manga. Mais c'est parce qu'il y avait plus d'espace du côté BD, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de monde, alors que nous on était surpeuplés, qui ont crevé de chaud, on avait des murs plus bas, etc. Alors que eux c'était tout aéré, c'était un peu cette impression d'être une mouche volée. Oui, c'était un peu noble, on va dire, alors que nous on était un peu musique à fond, etc. C'était aussi notre jeunes, manière de vendre aussi, puisqu'il y avait moins de mangas à vendre, donc il y avait plus de toys du côté manga. Dans le franco-belge, il y avait beaucoup plus de vieux papiers, c'était beaucoup plus. Les statues de Tintin à 800 €. Il y avait clairement une aristocratie, il y avait des planches originales. Je suis d'accord, il y a le côté aristocrate, noble de la BD, c'était. Je me souviens, côté BD Expo, c'était vraiment des cartons entiers avec des vieux numéros de pilotes, de Spirou, de machin, et c'était très feutré, les gens arrivaient, c'était que des quarantenaires, des cinquantenaires, ils arrivaient, alors combien, est-ce que vous avez le Spirou numéro 537? Oui, bien sûr, monsieur. Ils sont tous devenus millionnaires depuis, j'imagine. Et nous, de l'autre côté, c'était des karaokés sauvages, c'était le premier concours de cosplay français en 1997. Ouais. En festival, alors, parce que je crois que celui de Tonkam. Oui, il y a eu celui de Tonkam un peu avant qui compte. Mais oui, qui était vraiment celui qui était installé, voilà, et que tu as présenté. Mais ça change pas trop, ça. Et ça a été un peu la convention qui a défini les conventions en France, j'ai l'impression. Et rien que là, effectivement, c'était très. Et on avait déjà du fanzina à l'époque. Alors que côté franco-belge, c'est quelque chose. Il y a du fanzina, mais lui aussi, il était plus aristocratique en fait, puisque c'était des gens installés en général, et surtout, eux, ils n'avaient pas intérêt à conquérir en fait. Le Japon venait en conquérant, donc il était traité comme tel, c'est-à-dire vraiment, on lui donnait de moins en moins de place en fait. C'est pour ça que ce genre de conventions ensuite ont développé. Je veux pas parler tout de suite de Japan Expo, mais c'est-à-dire ils ont eu besoin de prendre
prendre leur envol. Et la cohabitation a toujours un peu existé en fait, puisque pendant des années Japan Expo était un peu fusionné avec la Comic Con. Enfin donc le Japon a toujours été obligé de manger dans la même gamelle que quelqu'un d'autre à un moment ou un autre. Et c'est vraiment que récemment où tout d'un coup on les respecte parce qu'ils font du chiffre en fait. Et le simple fait de faire du chiffre, ça te donne une espèce d'autonomie. C'est mon ressenti. Greg va oui. clairement la pire expérience de cohabitation que j'ai eue comme ça, tu sais de quoi je vais parler. Oui, c'était avec Terasawa à Durbuy. Ah oui. En 97 ou 98. Alors Durbuy, il faut savoir, c'est le plus petit village du monde. Non, vraiment, ils sont au Guinness et tout. C'est un petit village en Belgique et ils ont chaque année un festival de la BD. Et je ne sais absolument pas pourquoi. C'est notre ami Carlo Levi, patron de Daibex, qui avait invité donc Buichi Terasawa à ce salon. Monsieur Cobra, voilà, l'auteur de Cobra. Et c'était en 97 quand même. 97 ou 98. C'était surréaliste, mais vraiment quoi. C'est-à-dire que on était vraiment dans la Belgique profonde. On nous a dit, voilà, c'est un festival de la BD qui est très connu et tout. En fait, c'est un festival de fromage et BD. Ça s'appelle pas comme ça, mais en fait, le festival se déroule dans une espèce de gigantesque tente et dans laquelle, voilà, t'as des fanzineux à moitié bourrés qui... Alors, c'est très Charlie Hebdo dans l'esprit, et ils sont en train de se tartiner du fromage. Ouais, vas-y, mon gars, tu vas... regarde, moi, j'ai dessiné... C'est très fluide glacial. Je sais plus qui était le méchant. Alors, à l'époque, ça devait être Chirac et Villepin. Donc, regarde, j'ai dessiné. Alors, ils te vendaient des... alors, les dessins, en général, c'était... c'était Charles Pasqua sa tête sur une pique, des trucs comme ça, enculé, enfin voilà, tu vois un peu l'ambiance du truc. Et puis sinon t'avais un côté de la tente un peu plus calme dans le fond où t'avais des mecs qui vendaient, voilà, le Bug Danny numéro 37, le Spirou numéro 74, des planches originales de Lucky Luke. Et donc voilà, on sait pas pourquoi Buichi Terasawa, à un moment on se dit c'est une bonne idée de l'inviter là. Donc qui a eu cette idée? Alors je sais pas si c'est Carlo ou s'il a été encouragé par l'ambassade du Japon, je sais pas. Enfin c'était surréaliste à un moment. Donc j'étais avec Ilan Nguyen, parce que j'y étais allé pour Joypad, et Ilan Nguyen qui écrivait dans Animeland à l'époque y était. Mais pour te dire à quel point c'était surréaliste, on attend à la sortie du resto où se trouve Buichi Terasawa parce qu'on devait avoir une interview avec lui. Et donc Ilan Nguyen, qui est métissé asiatique, s'assoit à côté de moi et puis on attend. Puis à un moment, il y a un serveur qui vient le saluer. Bonjour. Ilan, il dit bonjour, tu vois. Et après, t'as tous les serveurs qui viennent le saluer. Et après, t'as le cuisinier, le chef du resto, qui vient le saluer. Et il dit, regardez, j'ai un commis japonais. Et ils l'ont pris pour Buichi Terasawa, juste parce qu'il avait une tête un peu asiatique, quoi. Et ça, c'est le truc le moins raciste voilà. qui est arrivé. Et toute la journée a été comme ça, en fait. Ça a donné le ton de toute la journée. Donc, Buichi Terasawa arrive. Voilà, il y a des mecs qui commencent à lui proposer du fromage. Enfin, et lui, il comprenait pas, parce qu'en plus, tu le connais, Terasawa, toi, Kobito, tu l'as déjà rencontré. C'est un mec, voilà, c'est un yakuza de l'espace. Il a toujours des costumes noirs en sky, des lunettes noires, des bottines, machin. Et puis, il fallait marcher dans la boue, en fait. Et il y avait sa productrice / assistante qui était là, qui était genre couverte de Chanel de la tête aux pieds. Bon, bah c'est pareil, là, il fallait slalomer entre les bousses de vache, et personne les avait prévenus, en fait. On leur avait promis la carte postale typique d'un petit village belge, mais on leur avait pas promis le fromage, tout le côté rustique. Des tentes, en fait, dans la boue et le froid. Et je la fais courte, on se retrouve sur scène pour un débat entre des auteurs japonais, avec Buichi Terasawa, et des auteurs français. Et donc on avait pris alors l'auteur français, c'était Moonki, qui à l'époque n'était pas encore aussi connu qu'il l'est aujourd'hui, parce qu'il est belge, hein, je le rappelle. Et il y avait un auteur français qui était plutôt enthousiaste sur le manga. Il connaissait pas trop, mais il était contre mauvaise fortune, bon cœur, quoi. Il était là, oui, le manga je connais pas très bien, mais ça a l'air sympa et tout. Puis Terasawa qui attendait qu'on lui pose des questions, quoi. Et en fait la moitié du public, c'était des mecs bourrés qui étaient là, ouais, enculés de chinois qui viennent nous voler nos ventes, salauds. Alors première question, bâtard, pourquoi vous imprimez en noir et blanc? Je suis sûr c'est pour
vendre vos saloperies moins cher que nos bandes dessinées. Alors, et hop. Donc, tu en te train mets de perdre Kobito. tu te mets à la place de la traductrice japonaise. Alors il a demandé s'il y avait une couleur dans vos planches. Voilà. En plus, c'était. En plus, il y avait Takeru qui était en couleur. C'était le moment où Terazawa, tu sais, sortait ses mangas sur Macintosh. Et voilà. donc en couleur. Takeru qui voilà. était publié par. Alors donc réponse de Terazawa, non, mais vous savez, on fait beaucoup de colos à l'ordinateur et tout, et donc enfin je sais plus ce qu'il a répondu, une connerie. Ben évidemment vous faites des trucs à l'ordinateur, c'est vous qui les fabriquez. Enfin, tu sais, c'est vraiment la beaufrie des années 70, genre made in Japan, enculé de chinois quoi. Et donc on se risque à... Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Et là t'as un type qui arrive. Oui, j'ai une question. Voilà, je voudrais acheter une statue machin de personnage de Terazawa qu'il avait vu il y a longtemps, qu'il n'arrivait pas à acheter. Et Terazawa dit bah écoutez, cette statue est sold out. Je peux pas vous aider, mais merci de votre fidélité quoi. Et le mec a reposé 3 fois la question. Il voulait sa statue quoi. Et à la fin, quand le débat est fini, il a commencé à nous poursuivre avec les mecs derrière qui voulaient lui casser la gueule. Genre non mais je vais lui montrer aux Chinois moi comment ça se passe là. C'était complètement fou. Toutes les questions tournaient autour soit de... Et quand il y avait des questions sérieuses, c'était pour dire alors la violence. Voilà. Qu'est-ce que vous en faites de la violence dans les mangas? Ça, après le soir, on dîne, donc on dîne sur des tréteaux en bois. Et derrière nous, il y avait pareil, il y avait des auteurs de BD qui commençaient à chanter des chansons paillardes. Enfin bon, je vous les laisse imaginer. Et c'était voilà raclette, machin. Alors lui, il était content, si tu veux, mais sa productrice, enfin elle a dit mais on m'a pas prévenu que ce serait un guet-apens comme ça en fait. Et donc voilà, ça a été pour moi le symbole de la fracture totale entre la BD et le manga. Et ça a été, alors ça date d'il y a 20 ans hein, depuis les choses ont évolué, depuis la plupart des gens qui ont insulté Buichi Terazawa ce jour-là à mon avis ils sont morts d'une cirrhose, mais je suis comme Daniel mais en un peu plus mesuré, enfin un peu plus cynique je dirais. C'est aujourd'hui les choses ont évolué, certes parce que le manga rapporte de l'argent, mais surtout parce que les décisionnaires d'aujourd'hui ce sont des gens de notre génération qui ont entre 35 et 45 ans et qui sont à des postes clés et qui aujourd'hui ont les moyens de dire bon maintenant vous fermez votre gueule et voilà là ça sera l'aile manga point parce que les gens ils aiment bien. Si vous voulez le récit complet de cette histoire, aussi bien raconté que Greg, il y a un article épique dans Animeland d'époque, donc 97, fouillez vos archives. Je sais plus lequel c'est, ça doit être Animeland 22, 23. Dans les 20, en tout cas c'est sûr, et qui est coécrit par un ami à nous qui s'appelle Jean Quay. Oh là là, c'est... Et donc d'un pilier d'Animeland de l'époque, et Ilan Nguyen, oui. Et qui se lâche complètement contre le racisme ambiant, qui raconte les questions proches de Mitsui Rato, enfin vraiment c'était hallucinant. Il y avait des nanas qui avaient fait un cosplay pour faire plaisir à Buichi Terazawa, mais enfin c'est vraiment tu vois que c'était le monde avant internet où les gens n'avaient aucune culture, savaient pas ce que c'était l'Asie, enfin c'était les mystères de l'Orient et tout. Donc, c'était l'Asie Suzy-Wan, hein, c'était vraiment ça quoi. T'avais des nanas qui voulaient, oui mais vraiment t'avais des nanas qui voulaient lui faire plaisir, donc qui s'étaient habillées en courtisane, tu sais les robes chinoises fendues. Putain, Kobito a ouvert la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Mais non mais en plus ça partait d'un bon sentiment, tu vois, c'est au-delà du racisme ordinaire quoi, c'est l'ignorance palpable où donc t'avais ces filles qui étaient habillées en espèce de mi-courtisane, mi-serveuse de resto chinois douteux et elles arrivaient et dès que quelqu'un passait elles lui frottaient les chaussures, tu sais, pour faire genre la moussemée soumise, donc toutes les 2 minutes elles frottaient les genre on est in caractère, tu vois, c'était ouf. Donc Greg a raison, ça a évolué depuis donc, ça. Alors vas-y Fabrice, tu vois on part de très loin quand même. Non parce que là on va pas du coup j'ai une petite question. Est-ce que vous estimez quand même que le public d'Angoulême... j'ai pas vu de filles déguisées en chinoise pour faire plaisir à Hiroshima à Angoulême, c'est ça ta question. Du coup, comment ils perçoivent... Vous pensez qu'eux, ils ont changé leur façon de percevoir en fait, finalement les mangas, ou est-ce qu'on est resté... on peut peut-être demander à Fabrice. Oui, donc, du coup, on se demande, parce que là, on a l'impression... C'est ça, pareil. On a l'impression finalement que on a... comme tu disais, que les postes clés aujourd'hui, c'est des gens de notre génération qui acceptent les mangas, non seulement parce que c'est un business lucratif aujourd'hui en France, et puis d'autre part, peut-être parce qu'ils ont connu les mangas comme nous dans leur enfance, et donc ils ont accepté, ils ont intégré le manga comme faisant partie finalement un peu de la culture française aujourd'hui, en tout cas sur la littérature. Et du coup, est-ce que le public, lui, a évolué aussi à Angoulême ?
Mais après, il faut voir peut-être l'âge du public d'Angoulême. Je pense que c'est compliqué. Ou est-ce qu'on leur impose si on prend chronologiquement, le truc, c'est que d'abord les Français, ils ont découvert les animés. Et à partir de là, ils ont découvert les mangas. Et quelle sorte de manga... Enfin, les animés sont faits à partir des mangas les plus... des mangas grand public, on va dire, pour les jeunes. Donc à partir de là, ça a été les mangas. Et pour moi, personnellement, je pense que Angoulême essaye de... Je vais me faire des amis. Je pense qu'Angoulême essaye de s'en sortir en prenant l'aspect artistique des mangas. C'est pour ça que les personnes qui sont invitées à Angoulême sont des auteurs, ou les personnes dont on discute, c'est du genre Taniguchi ou Tezuka, parce que je pense que personne va vouloir faire l'impasse sur Tezuka. Mais il n'avait jamais été invité. Alors si, justement. Oui, il est venu. En 82, il est venu en exposant. Ouais. Mais il n'était pas invité. C'était pas un invité. C'était pas un invité officiel, je crois. Non, mais ça fait partie des. Oui, bien sûr. Des incontournables, quoi. Tu parlais de la différence culturelle. Il a même fait un petit dessin où il montre que les mecs se sont battus devant son stand parce qu'il y avait des petits lampions de temple avec donc des svatiskas. Oui. Et les mecs pensaient que c'était des trucs nazis. Et ils ont commencé à se fighter devant lui. Et il comprenaient pas. Il était un peu triste que les gens se disputent. Enfin, non, vous disputez pas. Angoulême a eu un turning point complet dans les années 90 où il faut pas oublier qu'avant ça, c'était presque exclusivement des Français qui gagnaient par exemple le Grand Prix d'Angoulême. Quand Toriyama l'a eu, c'est parce qu'il l'a eu du bout des lèvres en prix spécial cadeau. C'était vraiment. Prix spécial, pardon, on est des cons. Moi j'appelle ça la médaille en chocolat, tu vois. C'était tiens la médaille en chocolat pour. C'était le prix pour calmer les esprits. Est-ce qu'on peut rappeler un peu c'était un peu le Boulet Gate, ce truc-là. Ouais, mais ça c'était en 2013 pour les 40 ans du festival. C'est Boulet justement qui avait leaké le truc. C'est Boulet et Trondheim aussi, il me semble les deux. Sur Twitter en fait, Boulet tweetait en direct les votes et c'était alors j'ai peur de me tromper mais il me semble que le but c'était que tous les visiteurs votaient pour leur artiste préféré. Et c'est Toriyama qui gagnait. En fait, il y avait 1500 artistes. Et 500 ont voté à peu près. Ils avaient une liste de 16 ou 20 auteurs. Ouais. Et il en restait 5 à la fin, et c'est le jury qui les partageait entre ces 5-là. Et les 5, t'avais donc Otomo, donc l'auteur d'Akira, t'avais donc Akira Toriyama, donc Dragon Ball, t'avais Willem, t'avais Alan Moore, et t'avais, je sais plus c'est qui le 5e. Et globalement, ils ont voté pour Willem. Parce qu'ils savaient pas qui étaient les autres. Ils savaient pas du tout. Ah oui, je me souviens de cette affaire. Oui. Et évidemment, ça devait être secret, tu vois, genre comme quand tu élis un nouveau pape, sauf que Boulet balance ça sur Twitter. Et là se crée un fossé incroyable entre le peuple et le jury. Où les gens disent quoi, mais vous connaissez pas le dessinateur de Dragon Ball, la plus grande BD de tous les temps. Mais si ça s'arrêtait là, mais ça à la limite c'est l'oubli mais il y a un vrai. Toriyama est le premier japonais à avoir reçu un prix, c'est le prix du quarantenaire, donc c'est même pas le prix, c'est même pas le vrai prix quoi. Le premier Grand Prix c'est Otomo 2 ans plus tard. Mais il y a eu un vrai truc raciste, c'est que après 20 minutes à trouver des gens qui du jury qui ont dit en gros il était hors de question qu'un japonais gagne le prix, qu'un auteur de manga gagne le prix. J'avais souvenir de cette phrase là aussi. Dragon Ball, quoi. Si je peux me permettre, Angoulême c'est quand même le festival international. On est d'accord. Ça, tu prêcheras pas des convaincus. Non, c'est pour rappeler quand même aux auditeurs qu'il y a un petit mot international et de la BD. Et j'ai envie de dire aussi tout genre, puisque les femmes sont extrêmement peu représentées. Je crois qu'il y a eu Bretéché qu'il a eu dans les années 80 et puis c'est tout. Bretéché c'est un peu genre regardez c'est bon, chat perché quoi. Comment ça s'appelle Florence Kesta. Attends, Bretéché l'a eu. Là je l'ai devant les yeux. Bretéché l'a eu 82 et elle était même pas toute seule à l'avoir. Ils l'ont filé aussi à Paul Guillon. Genre on pouvait pas lui donner juste à une nana quoi. On va faire un couple et puis c'est bon. Et non, et alors du coup c'est vrai qu'il y a eu cette année et je crois que Greg participe aussi à cette entreprise, c'est de dire fuck, on veut Rumiko Takahashi. Genre c'est la plus grande artiste de manga. Je pense qu'en termes d'auteur femme, c'est la plus grosse vendeuse de BD du monde en termes de chiffres, non? Qu'est-ce que t'en penses? La plus grande auteure de manga, je veux bien. Plus vendue dans le monde, ça je sais pas, mais c'est sûr que rien qu'au niveau asiatique. Clairement, c'est Rumiko Takahashi. Enfin, je veux dire, c'est des millions d'exemplaires, mais surtout en dizaines de millions. Et en plus en qualité, quoi, parce que c'est de la vraie bonne comédie pour tout âge, qui respecte tout le monde, alors que c'est quand même du. Elle a touché à tout. Elle a touché gender bending avant l'heure. À la SF, elle a touché au drame. Enfin, Juliette, je t'aime, c'est un drame
drame urbain avant tout. Hein. Non, mais son manga sur les sirènes aussi. Pour en revenir à une question que Marty va vous poser maintenant, on va recentrer un peu quand même, je vous aime bien. Hein. On va revenir sur... Gaijin Dash. Mais non, mais c'est bien. On est en train de préconiser le prochain Grand Prix. Parce que j'estimais que c'était quand même... Moi, on part sur les femmes, vous savez que je vous laisse parler. Non. Non, mais du coup, est-ce que c'est... comment dirais-je ? Est-ce que c'est une bonne idée du coup de séparer manga et BD, ou est-ce qu'on contribue pas un petit peu justement à cette ségrégation qui dit bon bah finalement la BD et le manga ça peut pas être ensemble. Est-ce qu'on est toujours à BD Expo finalement même en 2018 aujourd'hui ? De mon expérience, il y a un clivage qui va dans un sens mais pas dans l'autre. C'est comme quand tu fais un piège pour les guêpes où elles rentrent et elles ressortent pas. En gros, excusez-moi, l'image est peut-être pas très heureuse, mais je connais énormément de lecteurs de manga qui vont aussi vers le comics et la BD, ouais. Mais je connais peu de lecteurs de BD qui vont aussi vers le manga. C'est-à-dire que ça va vraiment à sens unique. Et aujourd'hui, les lecteurs de manga, qui sont je parle du cœur de cible, hein, les plus gros acheteurs de manga aujourd'hui, et Kobito nous le confirmera, c'est plutôt des gens qui sont autour de la vingtaine, oui. Entre 19 et 26 ans, un truc comme ça. Ouais. Et ils consomment les trois. Et ils achètent tout. Ils se posent même pas la question de est-ce que c'est un japonais ou un américain qui a dessiné. C'est bien, j'achète, je prends. Et il y a une consommation de la pop culture comme ça qui se fait sans se poser de questions. Tu vois, ils vont regarder un épisode de Game of Thrones, après ils vont lire un tome de Full Metal Alchemist, après ils vont regarder un épisode de Devilman Crybaby, et puis après ils vont se commander un plat de sushi. Voilà, mais ils mélangent tout et puis ils s'en fichent. Et puis après, ils vont peut-être regarder l'émission de Ruquier, j'en sais rien. Enfin, ils ont une consommation de la culture qui ne se limite pas, qui est ultra globale. Donc c'est générationnel finalement, parce que je disais tout à l'heure qu'on fallait regarder un petit peu peut-être l'âge des gens qui vont à Angoulême. Tout à fait. C'est vrai qu'on a peut-être ce côté vieillot, mais en plus un peu snobinard, on peut le dire, de gens de la BD qui seraient nés, on va dire, les gens peut-être qu'aujourd'hui ont 50, 60 ans, et effectivement qui n'ont jamais réussi à faire ce pas vers autre chose que la BD. Je ne sais pas si c'est une question de pas, parce que... De toute façon, quand on voit ne serait-ce que les auteurs de BD actuels, on regarde, il y a beaucoup qui s'inspirent du style manga, donc oui. Je pense que d'ici, comme le dit Greg, les jeunes, enfin la vingtaine, ouais, les jeunes, vu notre âge, ils achètent de tout, mais d'ici 10-20 ans, ça va être ça va être encore plus intéressant de voir le lectorat dans 10-20 ans, quoi, parce qu'ils achèteront peut-être tout, et puis ceux qui seront focalisés dans touche pas à ma BD franco-belge, ils seront out, quoi. Quand tu nais dans un milieu où tout se mélange en même temps, tu vois, c'est cette génération de gens, ils ont grandi avec les portables, internet quasiment à portée de main, ils ont une ouverture sur le monde qui était déjà très grande, culturellement aussi. Moi par exemple, je donne un exemple concret, je suis né de la chute du mur, donc j'ai jamais connu le mur de Berlin. J'ai jamais connu le mur de Berlin, donc ça m'a toujours semblé très bizarre d'essayer de comprendre l'atmosphère qui pouvait se dégager de l'époque pré-chute du mur. Et quand je regarde des films sur cette époque, je vois qu'il y a vraiment un fossé culturel. Donc je pense que c'est tout le temps ça, les mecs dont tu parles maintenant, les jeunes, ils ont grandi, le manga était déjà là dans leur bouche, mais moi quand j'étais petit, les mangas, il y en avait 3, c'était Dragon Ball, Ranma et Akira. Il fallait se battre. Et encore, pour Akira, il a fallu se battre pour que ça soit reconnu comme une œuvre. C'est Kodansha qui l'a mis dans les mains de Glénat, quoi. On a c'est ouf, ça. Pour avoir vécu avec Greg, c'était toute une époque où des années entières, Akira n'est pas reconnu. J'ai une immense admiration, et il est disparu il y a pas si longtemps, pour Gottlieb. Mais Gottlieb, je me souviens qu'il parlait d'Akira, il feuilletait, genre il en disait c'est super beau, mais alors pour moi c'est de la merde, ça me parle pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a toute une génération qui est en train de passer le flambeau, et je le vois déjà pour les auteurs, pour le public, mais aussi pour ce qui m'intéresse aussi, c'est le prisme des médias. Au fur et à mesure, les médias, les chroniqueurs BD traditionnels commencent tous un peu à passer la main, ou alors ils commencent à avoir des gens plus jeunes qui sont plus ouverts au manga. Ils commencent à avoir un peu plus de diversité de ce côté-là. Il y a pas si longtemps, j'ai lu un article, je veux pas sabrer sur un collègue, et il a complètement le droit de penser ce qu'il veut, mais c'était un mec dans le Figaro, et il disait franchement, le prix Corben, c'est une honte parce que c'est un américain, et c'est vraiment l'image de la pop culture, c'était quoi déjà ces termes de la pop culture sans responsabilité, alors qu'il y a vraiment des belles choses comme Chris Ware aux États-Unis, et genre ok, mais ça veut dire que Corben n'est pas méritant, enfin tu vois, donc il y aura toujours des gens qui se rencontrent à une certaine idée qui ont une
certaine idée de la culture de la BD, et au fur et à mesure, ces mecs-là, ils vont au fur et à mesure passer le flambeau, et on le voit, il n'y aurait pas eu d'expo à Angoulême, de si belles expos, s'il n'y avait pas eu des évolutions. Il y a eu l'expo Tezuka, mais il y a eu aussi l'expo Urasawa qui était vraiment extraordinaire. Il faut préciser un truc, parce qu'il y a certainement pas mal de gens qui ne le savent pas, c'est que tout à l'heure on a parlé de la comparaison entre Angoulême et Japan Expo, etc. Japan Expo, Toulouse Game Show, Polymanga, je ne sais pas ce que vous avez cité d'autres, Paris Manga, etc. Ce sont des salons privés. Voilà. Angoulême, c'est la ville. Il y a la ville d'Angoulême qui participe, il y a le conseil régional de Poitou-Charentes, coucou Ségolène, voilà. Il y a de l'argent. Non mais c'est vrai, tu fais bien de le dire. Il y a de l'argent public un peu comme le salon du livre, et pourtant le salon du livre, on a l'impression qu'il réussit mieux ce pari de tout mélanger. Alors ils sont beaucoup plus malins en fait, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, parce que quand cette mutation profonde du salon du livre, je venais de démarrer Kurokawa, donc je peux vous en parler, mais est-ce que c'est le sujet tout de suite, ou est-ce que tu voulais terminer sur ta question d'avant? Allons-y, comme ça on fait puisqu'on reste sur le est-ce qu'il faut tout séparer? Par exemple, le salon du livre ne sépare pas. Alors le salon du livre a réussi à se remettre en question avant Angoulême, c'est-à-dire que je termine juste ce que je voulais dire, parce que, en fait je disais qu'Angoulême il y a des sous-publics, enfin c'est un événement entre parenthèses, entre guillemets officiel, donc du coup quand tu vas voir Tezuka ou Urasawa, tu lui dis voilà, le gouvernement français aimerait exposer vos planches. Ça a plus de gueule que Kevin et Jean-Louis vont faire une convention dans leur garage, tu peux nous filer des planches. Tu vois, je grossis le trait volontairement, mais c'est, enfin tu vois, quand Mashima il a eu une médaille, je sais plus laquelle, mais c'était pas, tu vois, c'est pas Thomas Sirdey qui lui remet une médaille, c'est un homme politique français. Qui aurait cru ça pour Mashima? C'est officiel. Pour Fairytale. Voilà. Non, mais c'est diplomatiquement, protocolairement, ça a beaucoup de sens aussi. Et je pense que Tezuka Pro qui lâche pas leurs planches comme ça. Enfin, tu vois, c'est un peu les moulins Sarr du Japon. Je pense que pour qu'ils lâchent leurs planches, il a fallu. Enfin, ça a été vraiment un gros travail, je pense. Et en plus, je veux juste ajouter, puisqu'on parle juste de l'expo, c'est un truc pas du tout culturel japonais d'exposer des planches en fait. Non. Souvent dans les expositions, et pour en avoir fait beaucoup au Japon, en général, ils mettent des reproductions et ils font une expo de repro, et c'est hallucinant. J'en vois chaque année, genre même pour les gros trucs, même pour Gundam ou des trucs comme ça, ils font des photocopes et les gens défilent devant des photocopes, et ça pose problème à personne, alors que justement en Occident il y a un vrai goût de la planche originale. On veut voir le Tipex original qui a servi à Tezuka, on veut voir les annotations gommées, on veut voir les traces de café d'Urasawa, et du coup il y a vraiment un truc culturel qui fait que non, nous si on fait vos expos là, Tezuka, si on fait vos expos Urasawa, on veut vraiment le vrai matos. Et moi à chaque fois ça m'hallucine de le voir en France, parce que c'est des choses qui sont parfois même pas exposées au Japon. Il y a que le gouvernement français qui peut te proposer ça, parce que moi quand je fais l'expo Hiromu Arakawa à Japan Expo, il est hors de question que j'ai des planches originales, pour des raisons de sécurité aussi. Pour des raisons de sécurité. D'ailleurs il y a des gens qui ont essayé de les forcer alors que c'était pas des vrais, tu vois, mais au niveau de l'assurance, ils sont marqués bouffons quand même. Il y a toujours des dalleux, de toute façon. Bien sûr, mais c'est vraiment si j'avais fait venir des planches originales de Hiromu Arakawa, le prix de l'assurance ne couvrait pas la location de Villepinte, tu vois. C'est pour te donner une idée, c'est complètement ma boule. Oui, on fait pas d'expo à Japan Expo. Ouais, moi j'ai juste une toute petite aparté. Vous parlez de Mashima qui a eu un prix. J'ai découvert qu'il y a eu un auteur il y a un peu plus de 15 ans de manga qui a été élu membre d'honneur d'Angoulême. Est-ce que vous savez lequel c'est? Alors je m'en souviens pas. C'est pas Taniguchi? Non, c'est très étonnant. C'est Hiroyuki Takei, l'auteur de Shaman King. Ah, mais c'est peut-être parce que ça a été genre le premier japonais invité ou un truc comme ça. Il était même pas spécialement, je sais pas, il était même pas spécialement au programme, mais j'ai vu qu'ils lui ont offert en gros le titre de citoyen d'honneur. C'est chouette, tant mieux. Écoute, il a levé la main quand ils ont dit il nous faut un citoyen d'honneur. C'est ça. Je peux aller aux toilettes? Ah, lui là-bas. Quel est l'auteur qui a fait une fin pourrie? Lui. C'est bon. Voilà. Alors, bon, bref. Il l'a fait ou il se l'est fait faire? Non, il s'est fait des trucs. Donc, à moi, je vais en parler un petit peu parce que j'étais un peu dans le silence, je vous écoutais plus que je ne parlais. Les organisateurs du festival ont progressivement intégré du manga dans les différentes éditions du festival d'Angoulême, avec plus ou moins de succès. Selon vous, c'est une vraie valeur ajoutée pour eux, ou une réalité économique, ou juste parce que c'est tendance comme dans d'autres salons dont ce n'est pas forcément non plus la tasse de thé? Alors, je commence par le point de vue de l'éditeur. Donc, je parlais tout à l'heure du salon du livre.
Alors en fait, le salon du livre s'est remis en question vers 2007-2008 et j'en ai bien profité d'ailleurs, puisque le premier invité japonais officiel du salon du livre manga machin, c'était l'auteur de Soul Eater, l'année où je le lançais justement. Et non, mais c'est pour ça que je peux en parler, parce que je l'ai vraiment vécu de l'intérieur. C'est-à-dire que le salon du livre se rend compte qu'il y a une vraie désaffection. C'était un salon qui drainait 250 000 visiteurs, et puis chaque année ça diminue. Donc il se pose la question de se dire, mais pourquoi les jeunes ne viennent plus au salon du livre? Et une réponse, parce que ils lisent des mangas. Parce que ils lisent des mangas et que les livres ça les emmerde, quoi. Et ils disent alors, il y avait tout comme à Angoulême il y a du racisme anti-manga, au salon du livre tu avais un peu du racisme anti-BD. Mais le manga, c'est pas de la BD. Et il y a une espèce de paradoxe que j'ai découvert en bossant à Kurokawa, c'est que en janvier, t'as les éditeurs de BD qui disent les mangas, et en mars, t'as les éditeurs de BD qui disent venez les mangas, on se met ensemble parce que les livres sans images, ils nous aiment pas. Mais il y a 2 mois, tu me crachais la gueule. Qu'est-ce qui se fait et donc, quoi qu'il en soit, le salon du livre très vite comprend qu'il y a un truc à faire avec les mangas et que il vaut mieux que les jeunes lisent du manga qu'ils lisent plus du tout. Parce qu'un jeune qui vient au salon du livre de Paris pour lire des mangas, peut-être que dans 10 ans, il reviendra pour acheter des bouquins. Tu vois, c'est un investissement sur l'avenir, et donc c'est là qu'il lance. Même dans le salon, si on mixe bien, on peut voir du manga et autre chose. Voilà. Et du coup, ils font une bulle manga animée, je le rappelle, par Albert Algou. Vous vous souvenez d'Albert Algou? François. Ah oui. L'auteur de Carl Zero pendant très longtemps, et qui est un tatanophile averti. Il a écrit beaucoup de bouquins sur Tintin. Mais ma sœur l'aime beaucoup. Oui. Ah oui, en tout cas c'est quelqu'un qui est vraiment très très ouvert, et pour le coup c'est un grand spécialiste de Tintin. Il a écrit plusieurs ouvrages sur Tintin, mais il lit Hippo par exemple. C'est quelqu'un qui est vraiment très très ouvert, ce qui est assez étonnant. Ce qui me rend encore plus sympathique. Mais oui, tout à fait. Et ces bouquins de Tintin sont vraiment chouettes, vous pouvez les lire. Et il a un respect de la pop culture, et justement il est très fort pour présenter la pop culture aux gens qui sont là, c'est pas un télo, ça m'intéresse pas. Et il a mené des débats sur le manga, etc. Et c'est à ce moment-là aussi que le salon du livre rend le salon gratuit pour les jeunes jusqu'à, je sais plus, 18 ou 25 ans. Je crois que c'était 18, il me semble, effectivement. Ouais. Voilà, donc d'un seul coup, hop, c'est gratuit pour les enfants. Donc, toutes les écoles emmènent les enfants. Il y a un vrai renouveau. Alors, le salon se porte pas super bien, mais ça permet quand même de le redynamiser. Et justement, moi, aujourd'hui, en tant qu'éditeur, jusqu'en 2017, moi, en tant qu'éditeur, je préfère inviter un dessinateur de manga au Salon du Livre de Paris qu'à Angoulême. Parce que du coup, t'es la star. T'es la star. Il y a peu de gens, quoi. T'es la star, t'es bien accueilli. Il y a pas de. On te regarde pas du coin de l'œil parce que t'es un auteur de manga. Alors que c'est pas un salon dédié. C'est un salon dédié aux livres, mais les mangas sont des livres. Voilà. Il y avait des super conférences. Moi, je me souviens d'une sur l'auteur de Jésus et Bouddha, justement, comme des trucs qu'on pouvait pas avoir. Dans d'autres salons hors Japan Expo, en fait, généralement je faisais adolescent que de Japan, parce que c'est là qu'il y avait vraiment des grosses conférences, des gros invités, et les autres c'était vraiment très cosplay carac. Et le salon du livre, ça faisait depuis que j'avais 10 ans que j'étais plus allé, et j'y allais que pour les BD, et du coup je suis revenu que pour les mangas, et du coup il y avait de nouveau des super conférences. C'est vrai que chaque année la communication travaille bien au niveau du salon du livre. Kaoru Mori qui est venu il y a 2-3 ans. Je suis d'accord qu'Angoulême traîne encore cette mauvaise réputation de par ses nombreux fiascos, et on en a cité quelques-uns par le passé, alors que le salon du livre, du coup lui ne fait que monter, alors que vraiment on est sur pas sur le même public, parce qu'effectivement le salon du livre on est plus sur les enfants, là où le festival Angoulême, peut-être que c'est ça son tort aujourd'hui, c'est d'être à ce qui c'est trop pour les justement pour les anciens qui sont restés sur la BD, ils n'ont pas su se renouveler. Mais Greg le disait, il y a aussi une forme d'opportunisme économique. L'industrie du livre est en gros déclin en général. Je parle du roman, je parle de tout le reste. L'année 2017, c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais on a eu 2-3 années records avant, mais 2017, c'était horrible. Et globalement, les gens lisent moins, en fait. C'est juste, c'est vraiment ça. Et du coup, le fait d'avoir une industrie qui va quand même vers le haut, l'industrie du manga est quand même encore une croissance à 2 chiffres. On est à plus 10 et quelques. Voilà, sur donc 2017. on est encore une croissance à 2 chiffres. Donc oui, tu as envie d'avoir quelque chose qui va vers le haut et qui pousse l'industrie vers le haut dans ton salon. Pour le salon de la BD, c'est vrai qu'il y a aussi le fait que Angoulême, en fait, mais c'est peut-être de l'ordre psychologique, c'est aussi une vieille ville qui a ses habitudes, et on parle de rites, d'habitudes,
c'est quelque chose qui a plus de mal à bouger en fait que. C'était les 60 ans des Schtroumpfs par exemple. Voilà, donc du coup. C'est bien, hein. Enfin, moi je suis content qu'on fête les 60 ans. Non mais attends, le Cosmo Schtroumpf est un des meilleurs albums manga et BD confondus, et à côté de ça, on traite les auteurs comme des Schtroumpfettes. Donc, un peu, ouais. Les auteurs féminins, je précise. Mais... Est-ce que tu as accompagné un invité cette année, toi ? Non. Tu y allais à Angoulême ? Non, pas cette année. Ah d'accord. Il y a des chouettes expos et les expos viennent à Paris aussi, il faut le dire. C'est que tu auras l'occasion de voir l'expo Tezuka à Paris. Vraiment, c'est un vrai pur moment de plaisir. Et Urasawa. Et Urasawa aussi, qui arrive derrière. Non, vraiment, c'est vraiment une occasion unique. Non, j'attends Tezuka. Urasawa après. Lui, il va pas venir Tezuka. Hein. Non, l'expo. Ah d'accord, ok. Je te préfère te prévenir. Tu vas attendre longtemps. Non, mais sinon j'ai Choc électrique. On va essayer de faire jouer Frankenstein si on veut. Oui. Une petite dédicace, maître. Là, il y a Thunder qui va nous poser la petite question qui va bien. Et bah oui, voilà. Et bah. Comment tu. Je vois pas Marcy montrer un truc, mais c'est bon, en fait, je le vois. La grande majorité des mangas sont publiés sous forme de feuilleton. Est-ce que c'est pas incompatible avec le palmarès du FIDB ? Alors, juste d'un point de vue psychologique, les BD aussi étaient souvent publiés en feuilleton dans le magazine Spirou, dans le magazine Pilote. Donc en fait non, c'est vraiment de l'ordre de psychologie. Pour beaucoup de gens, les mangas c'est des petits volumes reliés en fait. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que ça a simplement été prépublié que ce soit dans Jump ou que ce soit dans Magazine ou dans les autres prépublications. Le feuilleton. Et beaucoup de gens ne savent pas que Dragon Ball en fait c'est 450 épisodes au lieu de. Mais tu regardes maintenant. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que Spirou, tu peux lire chaque tome indépendamment. Tu peux pas commencer par le tome. En termes de feuilleton. Il y a ça, mais il y a surtout quand vous regardez les premières éditions, parce que je me suis tapé à peu près toutes les éditions du festival pour voir un peu le palmarès. Souvent, effectivement, à l'époque, c'était des franquins, des payos qui gagnaient, donc c'était Spirou numéro 32 qui gagnait. Maintenant, ensuite, donc c'est une histoire finie en fait. Ils ont destiné aux illustrateurs un peu plus. C'est ça, mais ça change un peu tous les ans, mais globalement maintenant, quand une BD gagne, c'est souvent un one shot, c'est souvent un tome unique, c'est le bleu est une couleur chaude, des genres de choses. Tu parles en termes de Fauve d'or, BD, des par choses exemple, comme ça. Dans les prix, on voit souvent c'est je sais pas tel tome Shisakobe tome 4 qui a gagné. Ils vont pas le donner pour un tome de je sais pas Walking Dead. Hein, non, bien sûr, mais c'est vraiment marqué dans la sélection que c'est le tome numéro machin qui est sélectionné. C'était pas la série en soi. C'est un peu bâtard. C'est le volume de faire numéro ce 4 genre de choses qui est sélectionné. Est-ce que c'est vraiment compatible de vous dire bon bah c'est le tome je sais pas 18 de Naruto qui mérite plus que tout le reste de la série? À mon avis, c'est juste un peu bâtard parce que personne ne lit souvent les mecs ne lisent pas forcément les autres trucs. En plus, il y a le simple fait de est-ce que les gens ont tout lu, et ça c'est le problème des prix. Mais les prix, ils ne représentent qu'une donnée à un moment, à un certain nombre de votants. Soit c'est comme les Grammy ou les Oscars. Est-ce qu'il faut vraiment s'y attarder ou pas? C'est des boosts de popularité, c'est des boosts de vente pour les librairies, et tant mieux. Mais est-ce qu'il faut vraiment s'y attarder? Je regardais, alors c'est mon point de vue personnel, je suis désolé. Je regardais l'album de cette année qui me donne zéro envie de le lire en fait. La couverture, je la trouve pas belle. J'ai lu les 6 premières pages. C'est le truc de Grimmer. Ouais, c'est ça, mais c'est comme les Césars, hein, de toute façon. En général, le gagnant, personne ne l'aime, quoi. Oui, c'est pas le prix du public. T'as eu quand même quelques prix populaires, le combat ordinaire, des choses comme ça. C'est des vrais succès populaires. Bien sûr, mais en général, c'est souvent. C'est une présélection en fait. Et la présélection, en fait, à partir d'une présélection qui est peut-être moyenne, et en général, c'est ce qui se disait dans les couloirs que cette année, la présélection était pas top. Il y avait pas beaucoup de mangas en plus cette année. Du coup, avec une présélection moyenne, tu pouvais pas faire de grands trucs. Il y a un Américain, et le reste tout était français. Mais t'avais un favori du public des différents auteurs, et c'est pas lui qui a gagné. Et ils l'ont donné à Marion Montaigne, donc le prix du public, ce qui est quand même un peu logique, et c'est la moindre des choses, comme si cette BD avait besoin de encore plus se vendre, mais on la félicite. Et en plus c'est une chouette BD, hein. Mais je pense pas que ce soit uniquement, enfin je sais pas, est-ce que c'est partagé que les prix soient uniquement pour un boost de vente, ou parce que quand même je pense que l'auteur, lui, de recevoir un prix, ça doit quand même être quelque chose pour bien sûr. Bien sûr, ça fait un peu plus de visibilité, mais je sais pas, toi l'auteur que tu avais accompagné à Angoulême, même si elle a pas gagné quoi que ce soit, le simple fait d'être présente et d'être honorée, j'imagine que ça comptait, non, pour elle? Ah oui, bien sûr. Oui, mais bon, elle était si je me souviens bien, c'était sa première fois pour elle.
Elle était contente d'être là, et puis bon, je vais pas parler, je vais pas faire la voyante et essayer de deviner à quoi elle pensait, mais bon, c'est sûr que quand elle voyait le truc, elle fait il y a aussi des trucs un peu porno là, mais c'est vraiment, il y a vraiment tout à Angoulême, etc. Donc elle était un peu en touriste, et puis bon, le festival d'Angoulême, il est quand même connu au Japon, et donc il y a beaucoup d'auteurs. Il est connu au Japon Oui. Grâce à Moebius, oui. Oui, il est connu, mais bon, après, les Japonais, comme n'importe qui, est curieux, donc c'est sûr qu'ils y vont, ils sont contents d'y aller, et puis ils sont contents de voir aussi un peu ce qui se fait par-ci par-là, qui ne se fait pas au Japon. Alors du coup, comme on parle palmarès, le fait justement, si c'est pas juste un coup de boost de vente, par exemple, ça peut expliquer le fiasco des fauves d'or que tout le monde a pris, enfin des fauves, que tout le monde a pris un peu très à cœur, et les auteurs, à commencer par les auteurs. C'était une catastrophe. C'était une honte, c'est une honte sans nom. Moi, ça me serait arrivé, je serais monté sur scène et j'aurais pris le prix. Parce que tu peux. Je t'aurais soutenu, juste pour le reprendre, je lui aurais cogné la tête. Juste pour rappeler, c'est donc le présentateur qui doit donner les récompenses habituelles au Festival d'Angoulême. Et là, il veut faire une petite blague, et au lieu de récompenser les auteurs, il récompense en fait des fauves, donc des félins présents dans. Vu la longueur du truc. Alors, déjà, il prend. Enfin voilà, pour lui, c'était petit. Oui, non, il a fait tout le monde. Et non, c'était pas sa seule erreur, mais c'est que donc il a pris des félins présents dans la sélection officielle. Donc il est même pas allé chercher des titres à droite à gauche qui étaient hors, et donc les gens auraient pu se méprendre. Donc il a pris dans la sélection officielle. Donc les gens ont réellement cru qu'ils avaient gagné quelque chose. Et donc ce moment de malaise intégral où on fait. Comment tu expliques ça? Alors l'humour à la. Il y a un seul truc qui me semble à peu près le potable. Non, il y a rien. Non, il y a un seul. T'imagines la même chose aux Oscars ou au César, le gars il va faire alors on va faire vite aujourd'hui, alors meilleur acteur émergent, et puis tout le monde est là. Le festival le faisait souvent en fait, ce genre de truc. Souvent le mec qui faisait les prix donnait des prix fictifs, mais jamais des trucs débiles, genre le prix Carrefour, le prix Auchan. Mais fictifs sur des titres pas forcément. Voilà, c'était sur des titres qui n'étaient pas dans la sélection. Là, c'était des vrais trucs pas de la sélection, là c'est que les trucs de la sélection. Effectivement, c'est un peu. Je connais pas vraiment personnellement, mais je vois un des mecs qui est monté sur scène en pensant qu'il avait vraiment gagné. Et il y a des auteurs qui ont été prévenus par SMS comme quoi ils avaient gagné. Et c'est une honte qui le traîne depuis des années. Ça fait 2 ans. Le mec ça les a détruits auprès des Américains. Alors les Américains, ils veulent plus en entendre. J'entends parfois, j'écoute beaucoup de podcasts US qui parlent aussi de comics, parce que de comics européens et bien sûr de mangas. Et les mecs, quand tu parles d'Angoulême, c'est presque une insulte encore 2 ans après. Et le coup des femmes. Donc, et les femmes, c'était l'an dernier. Là, c'était les clous sur le cercueil. Il va falloir encore quelques années pour que Angoulême se rachète une sympathie. Ouais, auprès des Américains. Au moins auprès des Américains. Même auprès des Français aussi. Au Japon, t'avais raison. Il y a un gros prestige sur Angoulême. C'est le genre de truc que tu vois par exemple sur les bandeaux dans les bouquins. Par exemple, toutes les publications de Mobius sont rééditées là-bas. Je vois les Bastien Vives parfois sur les et il y a marqué Angoulême et tout ça. Ça a encore une aura au Japon, mais l'aura occidentale et tu peux facilement la voir en fait. Tu peux la sentir. Il y a toujours une espèce, c'est pas une nouveauté, mais la fascination Orient-Occident, ça existe toujours. Mais par contre, chez les Américains, oh là là, il y a vraiment beaucoup de taf à faire. Excuse-moi, je t'explique juste le pourquoi ça a pas choqué les Japonais et que ça a choqué les Américains. C'est juste une question d'horaire. C'est-à-dire que les prix ont été rendus vers 17h, 18h. À cette heure-là, il est minuit, 1h au Japon. Donc les éditeurs de manga qui ont gagné les faux prix ne peuvent pas prévenir les Japonais qu'ils ont gagné, donc ils ont le temps d'avoir l'ascenseur émotionnel qui fait comme ça et qui disent il y a eu des mangas faussement primés. Il y a eu un faux manga. Il y a un éditeur qui a été appelé sur scène. Il y a eu un manga qui a eu un faux prix, voilà, et il n'a pas eu le temps de prévenir son éditeur, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, à 18h, il est 10h du mat aux États-Unis. Donc allô, yeah, we won the prize, machin. I call you back. Sorry, stupid French joke. Voilà. C'est horrible. Pardon. Et du coup, c'est pour ça que les Américains ont su en direct qu'ils avaient gagné, et en fait, non.
Alors, finalement, si Angoulême n'y arrive pas. Il y a un auteur de comics, je sais plus qui c'est un scénariste de comics qui a gagné le prix et qui a tweeté juste après. Ah ben non, en fait, c'est une fucking joke. Et en plus, c'était pas genre n'importe qui. C'est pas genre Brian K. Vaughan ou un gros truc. C'est un gros scénariste de comics. Genre un mec qui gagne des Eisner Awards tous les ans. Enfin, un mec à prix, quoi. Un mec à 100 000 followers sur Twitter, tu vois. Qui dit ouais, I won Angoulême thanks to my publisher. Et 5 minutes après, fuck Angoulême, it was a fucking joke, quoi. Non, on a évité le drame là. Et donc, si Angoulême n'y arrive pas, franchement, le côté international, ils n'y arrivent pas. Pourquoi est-ce que finalement on rendrait pas? Ils l'ont filé à un Américain cette année quand même. Ouais, bah du coup, ça a pas trop mal fonctionné, mais là, voilà, est-ce qu'on devrait pas arriver? Est-ce qu'on devrait pas rendre Angoulême à la BD, strictement la BD, et puis les laisser couler comme ça? Mais c'est pas possible. Enfin, c'est plus possible. Mais non, c'est impossible. Tout le monde se réclame. Enfin, regarde, l'un des plus grands dessinateurs de comics aujourd'hui, et je parle sous le contrôle de Daniel Andreev, c'est Olivier Coipel. Ouais. Un bon petit gars de chez nous. Ouais. Voilà. Alors, j'ai pas dit nationalité, j'ai dit la BD au sens strict. Non, bien sûr. Mais alors, filer à Frank Miller, ça va être drôle. Parce que maintenant, Pénélope Bagieux, elle habite New York, alors elle aussi, tu vois, c'est une de chez nous, mais elle est plus chez nous. Voilà, et Boulet, il habite en Californie, enfin, c'est compliqué. Oui, mais regarde, Olivier Coipel, c'est un des plus grands dessinateurs de comics aujourd'hui, mais c'est un Français qui travaille pour Marvel. Maintenant, il travaille pour DC, ça y est. Qui travaille pour DC. Travaille sur Batman. Et enfin voilà, le dessinateur de Batman aujourd'hui, c'est un Français. Est-ce que tu t'interdis de le récompenser parce qu'il dessine du comics? Tu vois, c'est. Je suis d'accord, mais ils le font. Enfin. D'ailleurs, en parlant de récompense, moi j'ai une question. Le manga, est-ce qu'il va être condamné à jamais au Festival international de la BD d'Angoulême à recevoir des prix du style patrimoine ou intergénération? Parce qu'en fin de compte, c'est intergénération. Ouais, Bright Stories a eu le prix intergénération. Ou patrimoine pour Je suis Shingo. Le prix patrimoine, c'est un peu le truc qu'ils ont inventé pour le filer à des vieux mangas, genre qui respectent et qui sont un peu des œuvres. Donc il y a quand même un certain respect pour les vieux trucs. Alors, quelqu'un. Angoulême est un vieux truc. Alors, de ce côté de la table, on est un peu. What? Donc, c'est quoi le prix intergénérationnel? Enfin, ça écoute, c'est un truc qui est sorti du chapeau parce que je vois pas trop ce que c'est. C'est le meilleur truc pour récompenser pour donner plus de réponses. Il y a le prix du meilleur polar. Moi je serais très critique. Je dirais qu'on a inventé des prix pour pouvoir récompenser. C'est quoi intergénération? C'est-à-dire papa et fiston, ils peuvent lire le truc ensemble. C'est intergénération le titre. Enfin, c'est-à-dire parce qu'on a souvent séparé BD jeunesse et BD. Enfin nous on n'était pas trop shonen, shoujo, tout ça. On était plutôt t'as la jeunesse et puis t'as les adultes, t'as le porno. Mais donc intergénérationnel, c'est pour dire tiens ce titre-là, tout le monde peut le lire, toute génération confondue, même les enfants. Franchement, personnellement, une bonne BD, n'importe qui peut. Enfin, c'est comment c'était d'un Tintin là, de 7 à 77 ans. Ouais, mais... Voilà. Non, mais tu vois, Shingo, il remporte le patrimoine. Je suis pas sûr que tu peux le mettre dans le prix intergénérationnel. Je suis Shingo. C'est un peu. Je sais pas si un gamin peut lire Shingo à la limite. Tu vois, c'est plus ça, je pense. Non, mais même il y a des bidons. Pas 7 ans, mais c'est un prix bidon. Mais 11-12 ans, je pense. Non, c'est une reconnaissance pour l'éditeur. Il a touché un prix. Gen Hiroshima avait gagné un prix à Angoulême. Prix patrimoine. Ouais. Dès que c'est vieux, c'est patrimoine. Mais non, mais moi, c'est chouette d'avoir un prix patrimoine, mais c'est un. Je pense que c'est quand même recevoir un prix patrimoine pour un éditeur français qui fait le travail. Enfin, il sait qu'il a fait le travail, qu'il a réussi. Et c'est valorisant, il n'y a pas de problème là-dessus, on revient surtout pas dessus, mais on a l'impression qu'on tourne toujours autour des mêmes prix pour le même genre. Le manga, il a deux prix, quoi. Enfin, souvent patrimoine, d'ailleurs, intergénération, j'en ai pas entendu trop parler après, mais patrimoine, c'est souvent que ça revient quand même. Et les comics les comics, c'est Bill Watterson. Ils ont quoi comme prix les comics? Ça va, ça se répartit Bill bien Watterson, donc Calvin et Hobbes. Il a gagné le grand prix il y a 2-3 ans, non? Oui, non, mais je parlais au niveau des... Parce que les comics, pareil, c'est comme on le disait, enfin, c'est une série, on va pas... ils peuvent pas récompenser Fauve d'Or, Batman numéro 672. Non, ils récompensent les recueils. Tu sais, ils prennent un arc narratif. Ah, d'accord. Oui. Je regarde les Américains qui l'ont eu, les grands prix. Alors, il y a Will Eisner, qui était le premier en 75. Et ensuite, il faut descendre vraiment très très bas pour trouver Crumb en 99. Mais comme on pouvait pas le donner pour la deuxième fois à un Américain, ils ont mis Uderzo en prix spécial du millénaire. Genre, on va pas laisser un Américain tout seul avec Crumb, avec des histoires de sodomie. Oui, voilà, chat qui s'encule, c'est surtout que c'était Crumb, quoi. Et ensuite, 2011, vraiment une année importante, les 10 ans du 11 septembre, Art Spiegelman.
c'est presque par un hasard, Bill Watterson et donc cette année Corben. D'accord. Ils vont faire la gueule quand il va falloir filer à Miller, parce qu'ils vont faire ah merde, c'est quoi ces trucs avec de racisme avec les Arabes là, c'est pas possible. Donc entre guillemets, bon, on voit que les prix sont assez compliqués à donner, en tout cas leur donner un nom pour que ça leur arrache un peu la gueule, on dirait, hein. Mais en gros, cette année, c'est quand même... Enfin, parce qu'il y a eu des bonnes éditions. Je pense que chaque année, ils essayent de faire quelque chose autour du manga. C'est le festival essaye quand même d'amener quelque chose. Oui, complètement. Pour de bonnes raisons. J'ai pu avoir l'air un petit peu véhément tout à l'heure de mes mauvaises expériences, mais j'ai aussi eu d'excellentes expériences à Angoulême. Alors cette année, j'étais pas exposant ou quoi. Je suis juste venu justement en prospection pour voir comment ça se passait, pour voir si on fait quelque chose de plus ambitieux à Angoulême l'an prochain, pardon. Mais moi, je me souviens de l'époque, je lui rends hommage parce que c'était vraiment formidable ce qu'il a fait. C'est à la fin des années 2000, c'était Julien Bastide qui était en charge du manga et il avait un peu carte blanche. C'est-à-dire qu'on lui disait bon, écoute, les mangas, personne ne veut s'en occuper, donc tu fais ce que tu veux. Voilà, on te donne le Franquin Building et puis tu fais ce que tu veux là-dedans. Et il a fait des trucs extraordinaires. Il invitait des gens géniaux, il faisait des conférences, il mettait en place des ateliers découvertes. Enfin, c'était vraiment super ce qu'il faisait. Et pour la dernière année où il a été responsable du manga chez Angoulême, j'ai eu la chance de travailler avec lui parce qu'il avait invité Makoto Yukimura, dessinateur de Vinland Saga. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui et ça s'est passé super bien, c'était génial. Le service de presse d'Angoulême reprenait tout ce qu'on faisait, on a eu des tonnes d'interviews, enfin vraiment, tu sens que quand les gens veulent s'en occuper, ça se passe bien en fait. Et cette année, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on a plus parlé d'Urasawa et de Tezuka que du gagnant du prix dans les médias. Là, il y a une vraie couverture partout. Il y a même BFM TV qui a fait un titre formidable, un synthé Ferital. C'est une très très bonne série. Le stagiaire de BFM TV, c'est le Densetsu, nos stagiaires. Le jour où j'ai été le plus triste de ma vie, c'est quand j'ai eu le résumé de Akira dans Télépoche. Tu sais, à l'époque, c'était un an après, il passait sur Canal+, et il y avait marqué Kameda veut se venger de son mari Tetsuo. Et je peux te dire que à partir de ce moment-là, je me suis dit il reste encore beaucoup de combats à mener pour les mangas et la Japanime. Numéro collector. Encore. Je vous remercie de votre invitation. Je m'éclipse avant. Daniel nous quitte, vous inquiétez pas, il va nous faire une sortie. Très bonne main. Voilà, on continue. Greg, c'est ça. Faites donc, mon cher. Je vous remercie de votre intervention. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. À bientôt. On vous fait des bisous, tout ça. Non, donc moi, je suis extrêmement enthousiasmé, même si j'ai pas gagné de prix, je suis extrêmement enthousiasmé par Angoulême 2018 d'un point de vue d'éditeur de manga. Oui. Voilà. Et au niveau de la fréquentation d'ailleurs, est-ce que ça se maintient ? J'ai pas encore les chiffres. Ça c'est... Alors des chiffres, tu pourrais pseudo en avoir parce que il y a les gros médias qu'on aurait eu. Alors a priori ils auraient eu 200 000 visiteurs hors exposants immédiats et ils auraient eu en gros en termes d'exposition 22 000 mètres carrés. D'accord. Alors, le souci que j'ai avec les chiffres de fréquentation d'Angoulême, c'est le même souci qu'on peut avoir aussi en tant qu'éditeur de manga avec les chiffres d'exploitation du Salon du Livre, c'est que tu as beaucoup de scolaires en fait. Oui. Donc, parmi ces 200 000, combien est-ce qu'il y en a qui ont débarqué en carte scolaire avec les impôts des braves gens des Poitou-Charentes Beaucoup. Genre, allez les enfants, on va aller à l'exposition des Schtroumpfs. Vas-y, madame, c'est trop nul. Osef des Schtroumpfs. Oui, mais justement, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs scolaires. Ça, combien il y en a qui étaient là de leur plein gré ? Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. Parce que c'est ces gens-là que tu vas toucher. C'est vrai que avec les expositions qui étaient annoncées cette année, ça donnait envie d'y aller. Et les photos étaient extraordinaires. Et on le disait tout à l'heure, il y a eu un travail incroyable sur ces expositions, notamment par la réputation d'Angoulême. Alors là, plutôt côté, comme tu disais, argent public, gouvernement, etc. Et ça reste unique finalement. Ah oui, complètement. C'est peut-être la seule chose un peu unique, en plus de l'ambiance d'Angoulême, la ville, etc. Même les Japonais en ont parlé des expos Tezuka et compagnie. Moi, je suis beaucoup les médias japonais et justement la manière dont ils reprennent ce qui se passe un peu partout dans le monde et d'un point de vue pop culture évidemment. Et oui, la médaille de Mashima, je l'ai appris sur un site japonais par exemple. Donc ils en ont vraiment beaucoup parlé. Mais il y a eu cette année du coup le prix de
de la meilleure adaptation. C'est prix Konishi. Oui. C'est celui-là, j'espérais gagner et malheureusement. Bah non. Mais du coup, c'est sympa parce que c'est la première fois qu'il y a ça. Juste pour faire une aparté, avec Thunder, on avait fait des paris. Ah oui, c'est vrai. Bon, on espérait que tu viennes. Enfin, voilà. En winner, ouais. Voilà. Et bah non, tu serais pas venu. On espérait malheureusement, on se dit bon, s'il gagne, il sera pas là, donc peut-être qu'il perd. C'était samedi, ça va. Non, ça va. Mais vendredi, en fait, je t'avoue qu'on n'aurait pas mis une cacahuète sur celui qui a gagné. Mais on était vraiment content qu'il gagne quelque part. Mais c'est Golden Kamuy qui a gagné. Mais on était en train de se dire, si ça gagne, ça sera sur un patrimoine. Ouais, moi aussi, je m'attendais à ce que ce soit un truc intello qui gagne, et même pas, c'était Golden Kamuy, mais j'en ai discuté avec Patrick Honoré, qui est un traducteur, qui est le senpai de tous les traducteurs de japonais en France de manga, et qui faisait partie du jury, et j'en ai discuté un peu avec lui. Alors déjà, je m'étonnais que One Punch Man, même si je suis très fier de la trad de One Punch Man, j'étais étonné de retrouver un succès populaire parmi tous ces gens-là. Nous aussi, on a regardé les titres. Et il m'a expliqué qu'en fait Golden Kamuy avait vraiment gagné avec ces histoires de dialecte Ainu, mais que One Punch Man a été sélectionné aussi parce que il y a un vrai gros travail d'adaptation sur One Punch Man, sur les noms des monstres et tout ça. Pas que sur les noms des monstres, c'est-à-dire que la blasitude de Saitama, faut qu'elle ressorte aussi en français, et avec le très peu de mots qu'il prononce, c'est assez délicat quand même. Et de toute façon, le discours de Patrick Honoré était très intéressant lors de la remise du prix. C'est qu'il expliquait aussi que il trouvait que la traduction de manga avait fait beaucoup de progrès ces dernières années. Et qu'aujourd'hui les éditeurs faisaient plus attention qu'avant. Alors peut-être aussi parce qu'il y a plus d'éditeurs qui parlent japonais qu'avant, je sais pas. Mais en tout cas voilà, j'étais triste de ne pas l'avoir gagné, mais je suis content. En tout cas, je suis content que ce prix existe. Non, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que dans la sélection, il y avait quand même, justement, comme tu le disais, des titres populaires et pas que des titres qui sont bons, mais qui s'adressent pas à tout le monde. Et ça c'est quand même, et c'est en ça que je vois les évolutions du festival d'Angoulême, les bonnes pour moi, parce que je me rappelle d'un temps où Tonka m'avait invité Katsura pour une séance de dédicace dans la bulle. Et le stand, il a été pris d'assaut par les fans. Katsura, qui vient en France là, pour une première fois, mon Dieu, c'était un raz-de-marée. Et donc le festival les avait pris pour des kékos en disant, mais non, de toute façon, il y aura 10 pèlerins. Oui. Et là, ils ont vu arriver une foule de ouf, et tous les autres stands ont gueulé parce que ça bloquait toute l'allée au final. Donc, mais tu as, c'est un vrai problème de gap culturel que tu as assez souvent dans les festivals qui sont pas habitués au manga, parce qu'ils connaissent pas, donc personne connaît en fait. Moi j'ai eu le même problème quand j'ai fait venir les auteurs de Pokémon au salon du livre de la jeunesse à Montreuil, où Montreuil c'est un peu si t'es pas un livre d'images qui t'apprend la tolérance et la vie en société, tu n'es qu'une merde commerciale si tu veux. Donc moi j'arrive avec Pokémon, tu vois, j'arrive avec avale ton eau Kobito. Tu vois, j'arrive avec dans le micro. Pokémon, tu vois, c'est Satan the Novelize, tu vois. Avec nous Satan, oui. Et donc ils étaient là, oui, bah écoutez, on est bien content que les Pokémon y viennent, mais on n'a pas trop envie de vous mettre en avant non plus, quoi. Donc on veut pas les inviter, quoi. En gros, vous les ramenez sur votre stand si vous voulez, mais donc on a réussi finalement à négocier une masterclass. On dit, bah voilà, on peut quand même apprendre aux enfants à dessiner Pikachu. Oui, on vous a mis une salle là-bas avec 40 chaises. Bon, tu te doutes bien qu'il y avait 2 gamins par chaise, et ça poussait pour rentrer. T'avais des parents au-dessus des cloisons qui prenaient leurs gamins pour que les parents voient le truc. Enfin, c'est horrible. C'est le jeter sur la scène. Et en fait, Montreuil, c'est un salon qui est hyper cool. C'est-à-dire que les auteurs en dédicace, ils sont là toute la journée, du matin au soir, et puis tu passes, je vais acheter ce livre-là, bah tiens, une dédicace, merci, voilà. Il n'y a pas de queue, il n'y a pas d'event en fait, quoi. Et nous on arrive, on fait une dédicace de japonais classique, c'est-à-dire que les auteurs sont là de telle heure à telle heure, et premier arrivé, premier servi, et on en fera que 100 ou 150, enfin ça dépend quoi. Et du coup c'était une catastrophe parce que la queue, on était à l'étage, la queue faisait tout l'étage, et donc en plus on empêchait les gens d'aller sur les autres stands, parce que Montreuil n'a jamais eu de queue de sa vie, tu vois. Ils n'ont plus jamais réinvité de japonais. Non, ils n'avaient pas mesuré ce qu'ils avaient fait. Complètement. Et du coup la queue allait jusqu'au... ils ont dû s'en mordre les doigts un petit peu quand même. Mais non,
mais ils se remettent jamais en question, ces gens-là. Mais non, mais c'est notre faute. Tu vois, c'est jamais eux. Et donc, du coup, la queue allait jusqu'aux escalators. Enfin, il y a des gros problèmes de sécurité. Alors, il y a personne n'a pris feu, je veux dire, mais c'est un pompier passe, il ferme tout. Il dit non, là, c'est pas possible, vous pouvez pas vous asseoir là, machin et tout. Et les parents étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, du coup, quand il y a de la queue, les gens se mettent dans la queue parce qu'il y a Pokémon. C'est un effet. Pokémon. Voilà. Pokémon, je connais. Mais comment les mecs à un Pokémon ils ont pas réagi? Je veux dire, c'est quand même connu. Mais parce que l'organisateur, enfin la personne qui était en charge à ce moment-là, je pense qu'il méprise Pokémon. Ouais, et puis, oh non, moi mes enfants, ils ne lisent que, enfin, Harry Potter. Voilà, la seule. Mais non, Harry Potter, t'es fou, ça rend satanique. Non, moi mes enfants, ils ont une seule BD, c'est les triplés. Voilà, qui fait tondu. Et encore, voilà. Et 10 minutes de télé par jour parce que François Zolto a dit que gna, tu vois. C'est et je pense que du coup il s'est dit ah non mais Pokémon, moi mes gamins je leur ai interdit Pokémon donc il y aura personne. Et voilà. Attrapez-les tous. On leur a pourri. Ah oui non mais on leur a pourri l'étage quoi. et je pense que Katsura il lui est arrivé la même chose. C'est exactement la même chose. Et je pense que si tu fais venir un gros japonais dans les années où on sous-estimait le truc, il s'est passé la même chose partout. Alors que aujourd'hui je pense que Mashima tout était cadré. Ah oui non mais on voyait enfin nous qui n'étions pas sur place, on se rendait compte quand même qu'il y avait une masse d'intérêt, que c'était hyper bien médiatisé, qu'ils naviguaient bien, tous bien. Quand j'ai vu Urasawa faire son concert sur scène en même temps qu'il faisait du dessin, je fais le mec il est comme à la maison là, et je sens qu'on l'a bien reçu, ça se sentait la détente. Il était à l'aise, ouais. Voilà. Et puis il y a eu les conférences, il y a eu l'expo Tezuka avec des conférences sur le maître. Non, je veux dire tout ça. Puis c'est bien d'avoir réussi à faire venir Urasawa en même temps qu'une expo Tezuka, puisque vu son affection pour le maître, il était dedans en plus. Billy Bat, ça faisait sens. Voilà, ça faisait sens. Donc et puis plutôt, voilà. Donc et puis là Mashima qui arrive. Alors là c'était une très bonne programmation. C'était avec 3 générations. Ouais. T'avais Tezuka pour les vieux. Là tu vois, tu peux rien dire même si t'aimes que la BD. Oui. Tezuka, tu lis l'oiseau de feu et tu fermes ta gueule. Il y a Urasawa pour les gens de notre âge qui lisent du CNN. T'avais Fairy Tail pour les gamins scolaires qui venaient. Enfin, tu couvrais tout le monde. C'était une programmation ultra intelligente cette année. Voilà. Donc, est-ce que dans le temps, je veux dire, est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que tout le monde s'accepte dans ce genre d'endroit? Mais démographiquement, t'es obligé. On le disait tout à l'heure, les jeunes qui lisaient le manga sont aujourd'hui de plus en plus vieux, ils sont 35-40 ans, ils commencent à avoir des postes à responsabilité. Et voilà, donc ils ont du pognon. Alors je sais plus quel est son titre exact, c'est les directeurs artistiques, Stéphane Beaujon. Oui. Ouais. Voilà. Le directeur artistique, c'est un mec qui lit des mangas et qui aime bien. Voilà, tu vois, c'est rien que ça. Oui, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait ça pour pouvoir intégrer le manga, tu vois, parce que tu vois, le problème c'est qu'on en revient au principe même de ce festival qui est le festival international. Quand tu dis international, tu penses pour tout le monde, avec toi tu vois ça comme ça. Eux ils se disent ce festival international va montrer à quel point la BD française rayonne dans le monde entier. Mais justement c'est un traitement qui devrait être égal pour toutes les BD au final. Bon, en étant un peu mitigé parce que on peut pas accorder à la même échelle tout le monde, mais à peu près d'être honnête vis-à-vis de tout. Oui, mais jusqu'à présent les mangas c'était des enculés de chinois qui venaient nous piquer nos parts de marché parce qu'ils étaient dessinés en noir et blanc exprès et puis ils leur font des grands yeux pour que les occidentaux enfin tu vois, c'était toujours ce délire un peu paranoïaque. Et on parlait de Gottlieb tout à l'heure, Uderzo là, avec les Nagmas dans le Astérix là, anti-manga machin. Ah, tu l'as lu? Bah évidemment je l'ai lu, enfin connais ton ennemi, c'est l'un de mes proverbes. Un jour il passera devant toi dans la rivière. Ouais. Mais exactement, c'est-à-dire que tous ces gens là qui dans les années 60-70 ces gens-là sont devenus les vieux cons qu'ils dénonçaient quand ils étaient jeunes en fait. Ouais, mais nous, est-ce qu'on va pas devenir des vieux cons en crachant sur les autres genres? Sans doute, peut-être. Moi, je lis de la BD, du comics, de la littérature. Ouais, moi aussi, on lit tout. Et justement, c'est ça que je comprends pas parce que moi, j'ai pas de ressenti vers la BD, justement. On va être des vieux cons différents. Tu vois, par exemple, moi, je suis très ouvert, je lis de tout, BD, comics, manga, mais les dessins animés de robots d'aujourd'hui, je trouve nul à chier. Mais Joule, c'est pas possible. Rien de vaut Goldorak, voilà, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et on a des trucs comme ça. Même au niveau technologique, je suis sûr que ma fille, ça sera tout sur portable, alors que moi, c'est tout sur papier, quoi. Voilà, et tu lui diras, mais ma fille, le papier, c'est mieux. Elle va dire, mais c'est qui ce vieux con Ouais, voilà, exactement. C'est déjà ça, hein. De toute façon, de plus en plus, tout se va vers le démat, même les jeux vidéo, ça devient un truc limite bourgeois d'acheter des jeux en boîte, ça se trouve en 20 ans, acheter des mangas papier, ça sera un truc de bourgeois, de vieux. Mais on parlait de l'intergénérationnel, enfin, pas intergénérationnel, mais je pense pas que ce soit
soit lié uniquement à l'âge, mais plutôt aux vieux lecteurs de BD. Pourquoi ? Parce que quand j'avais ma boutique, j'étais régulièrement invitée par les mairies pour présenter les mangas auprès d'un vaste public. Et si les mairies t'invitent, on va pas me dire que ce sont des jeunes qui sont à la mairie. En général, c'est plutôt des vieux, non, etc. C'est des inquiétudes. Ça, c'est autre chose. Quand on t'invite à parler de manga, c'est parce que les parents disent mes gamins, ils lisent des mangas, je comprends pas, au secours. En général, ils avaient prévu une journée, enfin un week-end en fait, souvent c'était lire en fête ou choses comme ça, qui était sur la littérature. Et ils avaient toujours, enfin chaque année, j'étais invitée pendant moins 8 ans dans différentes villes parce qu'ils voulaient à chaque fois ne pas oublier le manga dans ce qu'ils présentaient au sujet de la littérature. Alors la BD, le comics, etc. Et donc moi à chaque fois j'étais là pour dire bon bah voilà, le manga alors c'est pas c'est ça, mais il y avait souvent des petits thèmes, je me souviens plus très bien, mais bon on va dire il va y avoir le thème Tezuka cette année, il y aura le shonen demain, il y aura le shoujo une autre fois, pour dire que les thèmes étaient très 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 généraux quand même, avec une petite souvent il y avait une petite expo, mais encore une fois sur le thème littérature, donc ça dépendait, parfois il y avait de la BD, mais parfois c'était une expo sur la sur des romans ou autre. Et là je m'étais dit waouh, quand même c'est une mairie, donc quand même un maire qui est en général pas, ou une mère qui est pas de ma génération, et qui se disent tiens bah nous on a envie de faire un week-end sur la littérature, et bah le manga fait partie de la littérature. Et c'est là que je me suis dit finalement les vieux cons c'est quand même assez sur ceux qui étaient très lecteurs de BD. J'ai grossi le trait, évidemment. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens plus ouverts que d'autres. Après, il y a aussi... Non, mais c'est pour ça que je me suis dit, finalement, c'est les lecteurs de BD qui n'ont vraiment jamais réussi à s'ouvrir. Alors, encore une fois, en généralise, mais bien sûr qu'il y a des exceptions. Mon père, le premier. T'as des vieux cons partout. J'ai dit vieux cons d'une manière générale, mais moi, t'as une grand-mère qui m'a envoyé une carte postale en me disant « Ah, j'adore, je t'aime Suzuki, ça me rappelle Plus belle la vie. » Enfin, c'est cool, ça. T'as des lecteurs de tous âges, et heureusement, il y a des gens qui sont plus ouverts que d'autres. Ce que je voulais dire en disant les vieux cons, c'est qu'en général, les gens qui sont aux commandes de ce genre d'institution, tant que ça marche, ils touchent pas, tu vois. Bah, on le voit de toute façon, parce que quand tu regardes à Angoulême, la BD franco-belge qui est récompensée, t'as autant du Astérix, des trucs totémiques, tutélaires, que du Titeuf, du Malika Secousse, enfin des trucs vraiment plus mainstream, du Kid Paddle. Alors que quand c'est le manga, généralement, c'est quand même une quinzaine d'auteurs qui tournent en boucle. Tezuka, il est passé 20 fois dans le prix du patrimoine. Parce que le jury ne connaît que. Mais voilà. Et non, mais Urasawa, c'est super l'expo Urasawa, c'est super le traitement qu'ils lui ont fait, mais Urasawa, il a gagné 2 prix, deux de ses séries ont gagné un prix Angoulême, une autre a été nommée, il a eu plusieurs fois été cité, enfin, et surtout il a un style franco-belge, il a un style non, mais je pense que c'est justement parce que ce n'est pas étranger graphiquement. C'est ça, c'est comme Taniguchi, c'est les deux mecs qui gagnent le plus. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que, dites-moi si je me trompe, mais on parlait des femmes tout à l'heure. Mine de rien, non seulement c'est toujours les mêmes auteurs, alors oui, ok, ils connaissent pas tous les auteurs, mais par exemple les auteurs féminins françaises, ils les connaissent pas non plus. Oui, c'est vrai. Donc à un moment, c'est pas assez en BD. C'est pour ça qu'à un moment, je trouve que c'est du snobisme en fait d'une profession qui est vieillissante et qui restait vraiment accrochée à non seulement des poncifs, mais en plus, voilà, sur des sélections. Alors il y a pas que les mangas qu'ils ont pas trop envie de découvrir, mais donc même nos auteurs féminines, ils sont pas allés regarder 2 fois dessus. Ouais, quoi. Je veux pas je vais passer pour un misogyne. Mais non, t'as le droit. le seul point concernant les auteurs femmes, c'est que, enfin, historiquement, jusqu'aux années, je vais dire des bêtises, peut-être 70-80, ça a toujours été que des hommes qui faisaient, tu peux monter jusqu'à 90. qui faisaient de la BD, et il y avait très peu de femmes. Exact. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on en parlait, je pensais, tiens, il y a eu, je crois que c'était en janvier ou non, fin décembre, Anne Gotzinger qui est décédée. Je me demande si on en parlait à Angoulême. Pas que je sache. Bon, de façon générale, personne n'en a trop parlé. Moi, de voir une femme auteur ou deux récompensée à Angoulême, ça me dérange absolument pas. Ça, au contraire. Mais ensuite, quand on en fait à la polémique, il faut absolument une femme. Ah non, mais quand on en met 0 dans la sélection, c'est comme les Oscars. Il y a un problème. Ah, mais, 3 auteurs, c'est trop peu. Même aux Oscars, je crois que c'est 5 ou un truc comme ça. Mais même pour revenir sur juste le sujet du manga
à Angoulême, tu le vois. Ceux qui sont dans la section officielle, mais c'est jamais Naruto ou One Piece. Ce sont des œuvres. Ah, mais ça, c'est normal, non? Pourquoi je plaisante. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu. Non, mais bien sûr, tu vois, Dragon Ball, je pense sincèrement qu'au demeurant qui connaissaient pas, ils ont jamais lu. Tout le monde connaît Dragon Ball, tout le monde connaît Sangoku. Tout le monde de notre génération. Mais je pense même que l'image, tu as l'image, ils ont quand même au moins une. Je pense qu'ils ont. Mais l'ancienne génération, elle commence par la fin. Il doit avoir au moins un flyer avec la gueule du personnage. Ils voient ce que c'est, je pense. Non, ils voient, c'est le truc random japonais débile que mon fils il regarde avec les cheveux en l'air. Ils se prennent pas, ils prennent pas le temps de regarder. Je pense que ça ne les intéresse pas. Sangoku, c'est comme Goldorak. Même sans regarder, on voit l'image. Il y a une image qui se crée, je pense, dans l'inconscient collectif. Non, mais beaucoup moins parce que je veux pas comparer les époques, mais à l'époque de Goldorak, Goldorak a fait quand même la couverture de Paris Match. C'était le péril jaune, Goldorak, vraiment. Hein. Je sais pas, non, personne se souvient. Moi, j'avais 3 ans à l'époque. Mais si, c'est juste le coup, si. À l'époque, c'était le péril jaune. Goldorak va rendre les enfants fous. La directrice des programmes, Goldorak a été programmée pendant que la directrice des programmes jeunesse d'Antenne 2, c'était même pas France 2 à l'époque, c'était Antenne 2. Ils ont profité, pendant qu'elle était en vacances, hop, on met les 5 premiers épisodes, elle revient de vacances, c'est quoi ce bordel, c'est quoi vos trucs de chinois mal dessinés? Ils disent, non mais regardez, ça cartonne en audience. Bon, d'accord, ça passe pour cette fois. Et le truc cartonne, ça fait 95% d'audimat, Goldorak. 95% des gens qui regardaient la télé à ce moment-là regardaient Goldorak. C'est impensable aujourd'hui. Et Paris Match fait sa couve, et Télérama dit on va tous crever. C'était l'apocalypse. Goldorak. C'est comme Pokémon dans les années 90. Ouais, Pokémon aussi, c'était le lavage de cerveau. Et voilà, si tu veux comparer le Goldorak d'aujourd'hui, je mettrais plus Pikachu que Sangoku en fait. Mais tu vois bien qu'ils n'ont pas choisi Dragon Ball parce que Dragon Ball, pour la plupart des gens qui vaguement voient ce que c'est baston, c'est violence, c'est combat, c'est tout ça. Et puis tout ce que dans les années 90 on disait des mangas justement. Faut pas oublier aussi un truc, c'est que Jacques Glénat est allé au commissariat à cause de Dragon Ball. Ça a fait beaucoup parler. Même les gens qui savent pas ce que c'est Dragon Ball, ils savent qu'il y a une histoire de culotte dans cette BD et que Jacques Glénat a dû aller s'expliquer au commissariat. La culotte de Bulma ? Oui. Ouais. Alors, justement, attendez. Du coup, non, pas sur ce. Du coup, on va prendre ces gens-là, Guy. Ces gens-là. Tu sais, ceux qui lisent des BD. Bon, papa, si tu m'écoutes, écoute. Tout ce qu'on a dit, que vieux con, tout ça. Non, n'écoute pas ça. Donc... Mais ton père, c'est pas un vieux con. Il t'interdit pas les mangas, il t'a pas dit ma fille tu vas devenir folle. Voilà. Un vieux con, c'est pas quelqu'un qui refuse, c'est quelqu'un qui en plus t'interdit. Tu peux dire non, moi j'aime pas, c'est en noir et blanc et tout, mais vas-y ma fille, lis. Ouais, c'est une histoire de goût, mais pas de refus. C'est ça. Non, heureusement, mon père est fort intelligent. On a eu un truc, une toute petite parenthèse. L'autre jour, j'étais dans la boutique de Kobito. Il y avait un enfant qui a acheté, c'est incroyable cette histoire, un enfant de 10 ans. Il a acheté l'intégrale des Hokuto no Ken, des Ken le survivant. Et donc je parle avec sa mère, je lui dis mais vous savez un peu ce qu'il y a dedans? Elle me dit moi j'ai vu, je trouve ça très violent et vulgaire, mais il m'a expliqué tout le second degré qu'il y voyait et tous les thèmes, tous les messages, tout ce qui ça lui prenait pour lui. Et il m'avait expliqué pareil pour Jojo Bizarre Adventure, je l'avais pris. Et je me suis dit ah oui d'accord. C'est peut-être un petit surdoué. Oui c'est ça. La réflexion juste de la mère. Tu le connais, en fait. Oui au début j'ai refusé de vendre Hokuto no Ken. Et après on a discuté et après j'ai compris. Et t'as vu que c'était un petit malin, ouais. J'ai vu qu'il avait une réflexion. C'était incroyable cette réflexion. Tant mieux. De se dire moi je ne comprends pas, mais mon fils je sens qu'il a l'intelligence ou en tout cas il a le recul. Il a le recul pour comprendre ce qu'il va lire, donc je peux lui mettre dans ses mains. C'est pas grave si c'est trop violent ou quoi pour moi. Ça c'est le running gag des libraires. À chaque fois que t'as les parents qui arrivent, oui mon fils est surdoué, il lui faudra. Mon fils est très en avance. Alors que là non pas du tout, pas de présentation comme ça se découvre. C'est mieux que quand les parents te le disent d'entrée. Alors quand ils te le disent d'entrée, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est que ça va pas. Et donc prenons ces personnes qui ne lisent que de la BD. Quel serait, je sais pas moi, quel serait le titre, le graphique, quel serait un peu le détail scénaristique? Par où ils doivent commencer pour se dire tiens, le manga finalement, c'est pas si mal. La porte d'entrée classique, c'est Taniguchi. Mais après, t'as le danger que les mecs te disent non, mais Taniguchi, c'est pas du manga, c'est de la BD. J'ai failli vous dire non, mais vous avez interdiction de prendre n'importe quel prix du patrimoine qui a pu être donné en Angoulême, ce qui t'aurait rajouté un peu de. Un truc mais je suis d'accord avec toi. Si je t'en prie.
Oui, Taniguchi. Le problème, c'est que Taniguchi, il fait quasiment plus du franco-belge dans son approche que du vrai manga. Donc, Ouais, mais ça reste une porte d'entrée. Oui, mais finalement, est-ce qu'il. Oui, mais comme entre guillemets, la BD se l'est appropriée, est-ce que. C'est le truc classique, donc ce qui fait que quelqu'un qui va lire du Taniguchi va ah ouais, c'est pas mal. Ensuite, tu lui dis il y a aussi ça là, ou Urasawa. C'est très triste, je crois que j'ai jamais filé un truc à mon père. Je sais pas, je dirais. Enfin, là, je vous donne une idée de libraire. Quelqu'un qui est foncièrement BD, qui a un a priori que j'essaye d'effacer, je lui dirais faites Noshika. Oui. Akira. Est-ce qu'Akira, ça pourrait passer maintenant, oui, ça fait la SF, ça se lit beaucoup plus facilement qu'avant. Alors moi, chez moi, ce que je vends bien auprès des gens qui ne lisent pas de BD, c'est Jésus et Bouddha. Alors qu'ils lisent pas de BD ou qui lisent pas de manga. Qui lisent pas de manga, oui, d'accord. Oui, Jésus et Bouddha, d'accord. Jésus et Bouddha est le succès surprise de l'année dernière. Alors on s'attendait à ce que ça marche, mais pas autant. Ça a dû se botter. Non, ça c'était il y a 2 ans. Et l'année dernière, non, Sherlock. Ouais, Sherlock. Et parce que Sherlock, je vais certainement vous surprendre, il y a des librairies qui ne font pas de BD qui nous l'ont pris. Parce que c'est Sherlock, BBC. Parce que c'est Bénédicte, le beau Bénédicte. Ah oui. Alors sur la couve, on trouvé super réussi dans le manga. T'es la seule. Doctor Strange, quoi. Bah oui. Mais en dessin, il est un peu bizarre. Il est mangaïsé quand même un peu. Ah oui, mais c'est peut-être ça qui m'a choqué. Il a pas la même voix, peut-être. Ouais, c'est ça. Dans ma tête, c'est. Mais Sherlock, c'est étonnant. En tout cas, c'était grosse surprise. Tu vois, le tome 1, on en a vendu entre 25 et 30 000. Ah oui. Oui. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué au salon du livre l'an dernier, justement, parce qu'on l'avait sorti à ce moment-là. Alors déjà, on l'a fait un peu plus grand que le manga normal, parce que comme t'as Bénédicte en couverture, tu vois, c'est un bel objet, donc tu le prends. Et j'ai remarqué un truc sur mon stand au salon du livre, c'est si tu le prends dans les mains, les gens qui l'ont pris dans leurs mains, c'était 50% d'achat. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as pris l'objet et que tu as commencé à le feuilleter, tu as une chance sur 2 que l'achat soit fait. Il est en quel sens, lecture japonaise? Alors, il est en sens japonais. D'accord. Mais le graphisme est agréable. Tu vois, il n'y a pas de points qui traversent des cases. C'est très très bien cadré. Non, parce que ça, c'est important. Par exemple, si tu veux présenter un titre effectivement à quelqu'un qui est habitué par la BD, il y a un rythme. J'ai des adultes qui ont été un peu rebutés par le fait que attends, mais ton machin, je le lis à l'envers, alors ça, bof. Alors, ça, c'est une gymnastique cérébrale qui se fait assez facilement chez les enfants. Les enfants, ils passent de l'un à l'autre, ils s'en foutent. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'adultes, mais en général, c'est plus de 30 ans, qui disent j'arrive pas trop à lire à l'envers. C'est une gymnastique intellectuelle à laquelle ils ne parviennent pas. J'ai jamais. À l'envers, je peux pas quand vous dites ça. À l'enver. Sens de lecture. Sans agir les gens disent. Oui, je sais. On les a très très mal habitués avec ça. Et ils comprennent pas. Et il y en a même une fois qui m'a fait c'est pas moi qui l'a fait, mais je l'ai entendu à une des vendeuses du salon du livre. Fait, mais je voulais pas que je lise à l'envers comme les Arabes. Avec cette voix-là, j'ai l'idée de qui c'est. L'accent de Jean-Marie. Petite intonation personnelle, mais. Je ne vais pas prendre ce livre, c'est incroyable. C'est pas la bêtise. Oui, voilà, c'est ça. Oula, ouf, ouais. Et du coup, toi, Fabrice, tu prendrais quoi comme exemple? Déjà, il faudrait. Si c'est vraiment pour l'introduction, là, franchement, j'ai pas de titre. Je penserais à Urasawa, mais il faudrait que ce soit une série courte quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a Monster sinon? Un Monster, c'est 18 volumes. 18. Et Pluto, c'en est 9. Donc c'est le plus court d'Urasawa. Monster, ça c'est pas mal. Twilight Century Boy, c'est un poil compliqué, je trouve. Mais en fin de compte, Monster, en plus, ça se passe en Europe. Enfin, une grosse partie en Europe. Oui, donc, voilà. Ouais, mais là, en fin de compte, on se rend compte quand même, en vous écoutant tous les deux, en dehors de nous, c'est qu'en fin de compte, le festival d'Angoulême a quand même compris par quel biais il devait atteindre le public de toute façon. C'est de leur proposer forcément ces titres. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, donc je veux dire, ils sont pas torts. C'est juste que nous, on aimerait bien, pas de la diversité, mais des trucs un peu plus populaires, des trucs un peu plus random. Ça a l'air bizarre de dire des trucs de séries que moi je vends tous les jours, mais est-ce qu'on peut pas... La question c'était la porte d'entrée. Mais en porte d'entrée justement, on va pas forcément directement. On a une espèce de retenue. On dira tiens, sur le lecteur de BD 30-40, on va pas lui dire tiens, va lire un Pokémon. Non, mais parce que ça marcherait pas. Mais je veux dire, est-ce que tu vas lui proposer par exemple un Red Ice Sword?
parce que c'est pas drôle, Red Eye Sport c'est très bien, enfin moi j'aime 40 beaucoup. 40 ans, après ça dépend. Tu peux lui dire ça ressemble un peu à la quête de l'oiseau du temps, tu vois. Ouais, d'accord. Est-ce que je serais crédible après qu'ils reviennent et qu'ils me foutent un pain dans la gueule? Ça y ressemble, hein, quelque part. Oui. C'est, non, mais je parle du découpage, tu vois, toute cette signalétique que la personne n'a pas forcément encore intégrée, parce que en fin de compte, lui fournir un bouquin d'accès, c'est commencer à lui donner les clés bien sûr d'une future autre lecture dans le manga, parce qu'il faut commencer gentiment, entre guillemets, on va pas te mettre directement des découpages de ouf avec des cases et des angles et des trucs et des machins, quoi. Je sais pas, après, c'est vrai que pour les gens qui ont déjà du mal à lire, entre guillemets, à l'envers, c'est vrai que c'était un personnage qui passe en SD d'une case à l'autre, là ils sont perdus. Moi je me souviens qu'au tout début, quand on commençait à préparer Kurokawa en interne, il y avait plein de gens qui n'avaient jamais vu de manga, parce qu'on est une maison littéraire à la base, et notamment le PDG qui avait eu l'idée de faire des mangas. Je lui présentais H3 School. Si vous vous souvenez ce shoujo de 2006. Le préféré de ma fille. Ouais. Toujours. Merveilleuse fille. T'as vu ? Et du coup, t'as l'héroïne qui est au lit avec son mec, donc elle est dessinée de manière réaliste. Et il lui fait une blague, genre tu ronfles quand tu dors. Alors forcément, dans la case d'après, elle se transforme en SD, elle lui tape sur les épaules, vilain, vilain, vilain. Et là, mon patron regarde, il fait mais c'est quoi ce manga où il y a quelqu'un qui est au lit avec une petite fille ? Je dis mais non, c'est la même d'avant, c'est la même d'une case à l'autre, elle rétrécit. Mais pourquoi ? Elle a bu un truc ? Non, c'est juste que c'est un effet comique. Que vous savez, comme quand dans Astérix ils se bagarrent, ça fait des nuages avec des poings et des pieds. Ah oui, d'accord. C'est un code graphique qu'il ne possédait pas en fait. Voilà. C'est à ça que je reviens justement. Donc, c'est fou hein, parce que si tu penses pas quand tu c'est pas naturel. Ah oui, c'est super naturel. Et c'est en ça qu'on est là à faire de l'éducation régulièrement justement sur ce genre de choses. Donc c'est sûr que quand on parle du Festival international de la BD d'Angoulême, on sait que foncièrement c'est un public à la base BD. Donc quand on leur amène ce type de code, je comprends qu'il y a une espèce de recul et qu'ils essayent plutôt d'aller vers des codes qui leur paraissent plus simples et plus accessibles, qui soient proches d'eux. Par exemple, un Taniguchi, un Urasawa et les autres auteurs aussi qui font Je suis Shingo ou un Shisakobe ou ce genre de choses, ou La Cantine de minuit, ces titres-là, ou du Asano. Asano, voilà, ça leur parle aussi. Je veux dire, je pense que ça leur parle, puisqu'à première vue, ils reviennent régulièrement dans des sélections. Alors, Mob Psycho, il faut savoir, il y avait beaucoup de libraires qui étaient enthousiastes sur Mob Psycho, mais pour le côté graphique qui leur rappelait Riyad Satouf en fait. Ok. Ah ouais. Voilà. C'est très épuré, c'est très simple. D'accord, je pensais que justement c'est parce que c'était One Punch Man, mais comme il est marqué par l'auteur de One Punch Man, les mecs étaient non, je parle des libraires pas spé. Ah oui, d'accord, ok. Excusez-moi, j'ai pas précisé. Voilà, parce que les libraires spé, oui. Oui, parce que je me disais, d'accord. Les libraires spé comme Kobito, ils ont déjà vu tout l'animé sur Crunchy, ils savent de quoi ça parle et tout. Voilà. Il y a pas de souci. Non, mais je te parle des Fnac, des Cultura, où en général le responsable BD c'est aussi le responsable manga. Et voilà, le côté un peu Riyad Satouf. Ça fait 20 minutes, mais ça y est, je sais. À une femme, en tout cas, c'est quelqu'un qui lit pas de manga ou même de BD, je donnerais Emma. Ah bah oui. Et Emma, tu vois, tu retrouves des codes qui sont quand même facilement. Et c'est une belle histoire, et c'est historique, et c'est une romance, ou Bright Story, enfin tout. Yotsuba aussi, moi je trouve ça pas mal, peut-être pour commencer. C'est assez épuré, il n'y a pas de chibi, il n'y a pas de machin. On me demande souvent des mangas de parents. En fait, ce qu'on est en train de donner comme clé, c'est là où les codes sont les moindres. Oui, finalement. Alors, justement, Yotsuba me fait penser à un truc, c'est qu'on dit à Angoulême, faut inviter ci, faut inviter ça, mais il y a une donnée aussi qu'il faut prendre en compte, c'est en face les Japonais. Qui veut venir, qui veut pas venir. Enfin, tu vois, par exemple, Hiromu Arakawa, vous ne la verrez jamais. Enfin, c'est quelqu'un qui n'apparaît jamais en public. Il existe une photo d'elle sur Google. C'est une photo de groupe prise en 200 pixels. Tu ne peux pas savoir à quoi elle ressemble. C'est pas possible. C'est l'auteur de Full Metal Alchemist, Silver Spoon. Elle a été invitée au Salon du Livre, la chasse aux appareils photo. Mais non, il y en a pas. Enfin, c'est. Oui, non, mais il y avait la chasse, pas de photos. Ah non, ça c'est Hikaru Nakamura, l'auteur de Jésus Bouddha, qui voulait pas qu'on la prenne en gros plan. C'est-à-dire qu'elle se baladait tout le temps avec la mèche à moitié cachée. J'ai jamais vu avec. Avec qui ? L'auteur de FMA. Non. Elle est venue. Oh non. Elle est venue en France en secret. Je l'ai emmenée dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Donc je savais bien qu'il était venu, mais en secret. On a visité un lycée agricole dans le Pas-de-Calais. Oui. Voilà. Mais le seul qu'il a rencontré, si vous voulez savoir à quoi il ressemble, vous lui donnez beaucoup d'argent. Le seul qu'il a rencontré,
après, c'était Olivier Fallet qui l'a interviewé dans le TGV qui faisait Paris-Lille pour interview Exclu Slip Animeland. Voilà, TGV Paris-Lille, ça fait 1 heure. T'as une heure d'interview avec Hiromu Arakawa. Voilà, c'est tout. C'est le seul français d'un média français qui l'a rencontré. D'accord, c'est bien. Il y a une raison, en fait, pour... Elle veut continuer à faire ses courses tranquille dans son quartier sans qu'on l'emmerde. Elle a bien raison. Et d'ailleurs, c'est pour la sortie du film live, c'est la première fois de sa vie qu'elle passait à la télé, elle avait un masque de vache. Oui, exact, voilà. Je m'en souviens. Et d'ailleurs, les Japonais ont découvert à ce moment-là que c'était une femme. Il y a beaucoup de gens qui ignoraient que c'était une femme. Mais au Japon, je pensais... attention, point culture. Au Japon, ils sont pas super cultivés et gentils avec les auteurs, ou ils les harcèlent aussi, comme nous on pourrait faire. Célébrité. Partout, hein, t'as 120 millions de personnes, donc quelques fous dans le tas. Dans le tas, t'as quelques... Mais non, mais c'est vrai que Full Metal, moi au début, quand je l'ai lu la première fois, tu pensais que c'était un homme. Bien sûr, parce que son trait, la façon dont elle raconte ses histoires, on sent qu'elle a été vraiment influencée, un peu comme Rumiko Takahashi. Ouais, quand j'étais petit, pour moi, c'était un homme qui dessinait. Mais c'est à cause de la France qu'on sait que c'est une femme, en fait, parce que justement, quand on traduit ces petits mots d'auteur sur la couverture, grammaticalement, on était obligé, on a demandé à l'éditeur japonais, est-ce qu'on ment sur son sexe ou est-ce qu'on le dit? Et ils nous ont expliqué, on accepte que vous révéliez que ce soit une femme à condition que vous n'en fassiez pas un argument commercial. C'est-à-dire que on écrivait je suis toute contente aujourd'hui dans ces petits mots, mais par contre il fallait pas qu'on dise c'est dessiné par une femme. Voilà. C'est comme si de rien n'était. C'est bien, mais effectivement, il y a pas de... Et du coup les Japonais, comme il n'y a pas de genre en japonais, il y a beaucoup de lecteurs japonais qui ont découvert que c'était une femme à l'occasion de cette interview où elle avait un masque. Surprise. Mais voilà, donc elle, tu l'auras jamais. Pareil, on parlait de Yotsuba, impossible, il apparaîtra jamais en live quelque part. Donc t'as déjà plein d'auteurs qui ne veulent pas apparaître en live. Voilà. Ensuite t'as les éditeurs japonais qui sont plus ou moins open pour travailler. Enfin, je pense que vous avez déjà couvert plusieurs fois ici la difficulté qu'il y a de travailler avec des ayants droit japonais. Oui. Donc c'est des freins. Et Naoki Urasawa, c'est un auteur qui est très indépendant en fait. Donc c'est plutôt facile de travailler avec lui. Et pour être très précis, que ce soit Naoki Urasawa et Hiro Mashima, ce sont 2 auteurs qui viennent de la même maison d'édition au Japon. Donc je pense que les négociations ont déjà été beaucoup plus faciles. Ah, si t'as qu'un interlocuteur à convaincre... Bah oui, et pour te donner un autre ordre d'idée, moi quand Nakamura Hikaru, auteur de Jésus et Bouddha, était au Salon du Livre, il y avait aussi Takehiko Inoue, dessinateur de Vagabond et de Slam Dunk, et il y avait l'auteur de... il y en avait une 3e, je sais plus qui c'est. Bref, il y avait 3 auteurs du même magazine. C'était un pack complet. Voilà, parce que Jésus et Bouddha, c'est dans le même magazine que Vagabond et le 3e manga dont je me souviens plus. Et donc du coup, voilà, toute l'équipe du magazine, le responsable éditorial est venu. Enfin, c'était plus facile à chapeauter. Voilà. Et puis c'était même une fierté, genre il y a 3 auteurs à moi qui. Ils sont là, quoi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, faut pas oublier que c'était le grand chelem. Voilà, avant de faire notre fanfic, faudrait qu'Angoulême invite telle personne. Alors attention, entre les morts, ceux qui ne veulent pas apparaître en public, ceux dont les éditeurs sont super compliqués. Enfin voilà quoi. Ouais. En fait, il y a des possibilités, mais il y a, on a des envies, mais on n'a pas forcément complètement la maîtrise. La maîtrise et surtout la finalité se fera peut-être pas dans le sens où. D'ailleurs, quand Otomo avait eu le Grand Prix, il n'avait pas fait un peu est-ce que je vais vraiment revenir en France, ou il avait pas l'air content. Otomo, non, je crois que ça va, c'est plutôt Toriyama, je crois, l'a très mal pris parce qu'il a bien sûr lui aussi appris tout le délire qu'on l'avait pas voulu l'aider. C'est vrai, il l'a ça appris. s'est su. Moi je crois qu'il l'a appris parce que quand il a reçu le prix l'année d'après, le prix du quarantenaire, il l'a accepté, mais je crois qu'il a dit en gros qu'il viendrait pas, quoi. Genre dans tous les cas c'était sûr qu'il viendrait pas, mais que là définitivement il se bloquait une porte avec lui à vie. C'est dommage. Et ouais, parce que je pense que mine de rien l'éditeur japonais a dû l'apprendre ou quoi, parce qu'il dit attendez, tu n'as pas été élu, Toriyama-san. Et Otomo, je crois que ça va, il a été plutôt bien reçu, parce que du coup justement après cette bourde, étonnamment c'est plus ou moins l'année d'après, je crois qu'Otomo gagne, genre, un peu par hasard, 1 an ou 2 après. Oh là là, gros hasard, surtout qu'ils lui ont vendu. Mais vous êtes le premier mangaka, vous êtes le premier japonais à gagner le Grand Prix. Ouais, enfin la remise des faux-faux, puisqu'il était dans la salle aussi. Le présentateur, comme en dehors des faux-faux, il en a remis une petite couche, puisqu'il a eu le droit à un R Otomo. Quoi? Waouh, oui. Il y avait R Otomo. Ouais. Herman Otomo.
Bref, vous pouvez relire cette minute, hein, tout a été minuté, tout le monde a pu lire ce... Je comprends même pas la blague. Bah, R... Comme en allemand. Voilà, ouais. Oh là là. Ah oui, c'était c'était les derniers bastions de résistance. Ah oui, là. Donc en Perché, fait, hein, Jambon Pinard. non mais quoi, je vois bien le grand moment de blanc où il sait qu'on parle de lui, mais il dit qu'est-ce qu'il a dit de moi? Mais il a dit que vous êtes génial. Ah d'accord. Voilà, c'était un grand moment quoi. Donc voilà, donc bon, ça c'était la dernière truc. Mais bon, moi cette année, j'étais pas sur place, mais je dois avouer que tout ce que j'y ai vu, enfin autour du manga cette année à Angoulême m'a plutôt impressionné dans le bon sens. J'espère que les prochaines éditions seront aussi intéressantes. Oui, il n'y a pas eu trop de faux pas cette année finalement. Non, c'était plutôt fluide. Ça a été fluide hein, pour moi de ce que j'ai vu. Espérons que. J'ai pas vu la sélection. Il y avait cette femme, non ouais, non, si, ça va. Enfin, ils ont pas. Dis-moi, Thunder, t'as une dernière question. J'ai une dernière question à poser. Parmi tous les mangaka existants et que vous connaissez surtout, est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez voir un jour gagner le Grand Prix d'Angoulême? Alors Greg, je pense que tu peux en avoir deux. Tu peux avoir la réponse Kurokawa et hors Kurokawa si tu veux. Bah, Fabrice aussi il a le droit d'avoir. Ah oui, bien sûr. Oui. Allez, il en a deux puisque Daniel n'est pas là. Deux chacun. L'impossible, donc ce sera Toriyama, quand même. Et sinon, il y a aussi les titres posthumes, non non, ça se fait? Non, ça s'est jamais fait. Ils invitent plus quand même un auteur vivant parce qu'il doit venir l'année d'après au festival. Il est censé faire l'affiche l'année d'après, tu sais. Donc un Toriyama et deux allez, Takahashi. Il m'a piqué. En un justement je voulais mettre Rumiko Takahashi pour tout ce qu'elle représente, pour tout ce qu'elle a apporté au genre aussi hein. Et faut jamais oublier que c'est elle qui a inventé le harem manga par exemple avec Lamu. Tiens, c'est bizarre, c'est pas à elle que je leur attribue. Tu leur attribues? Enfin, qu'il a. T'aurais mis quoi, toi, comme manga? L'auteur de Lovina. Ouais, je pensais Lovina, mais Lamu était quand même le premier. Non, mais c'est le premier où t'as le héros qui est un peu. Ou même Radmar. Qui est là, mais personne ne m'aime. Et puis t'as toutes les meufs de l'espace qui débarquent. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, quelqu'un qui a réussi à faire que ça a explosé, c'est. Oui, attends, Lamu, ça a pas explosé. C'était un. Ouais, mais en vente, je parle ici. En France? Ah oui, non, moi je te parle du Japon. Oui, non, d'accord. Non, mais la France, on est une anomalie, quoi. C'est vrai, hein, je dis pas ça méchamment, quoi, mais on est une vraie anomalie, c'est-à-dire que Rumiko Takahashi, c'est une déesse aux États-Unis, en Italie, ça cartonne, et en France. Mais vraiment, ça a jamais pris, vraiment. Il y a que les animés qui ont marché, mais les mangas, tout le monde s'est ramassé avec les mangas de Takahashi, quoi. Mais regarde, l'amour Asai Yatsura, moi j'attendais pendant des années que ça sorte. C'est quoi qui est sorti? C'est des bunko. C'est pas un format que moi personnellement j'apprécie, et je trouvais que c'était pas un format qui rendait vraiment justice à son trait, quoi. Donc, alors oui, mais même, tu regardes Radma 1,5, c'est un des premiers mangas qui est sorti en France. Il y avait encore l'animé Club Dorothée à l'époque. Enfin, t'allumais ta télé, tu pouvais le voir gratuitement. Ça n'a pas très bien vendu. Mais là, c'est parce qu'il y avait des nichons. Je pense qu'il y avait Juliette, je t'aime, ça n'a pas marché non plus. Ça plus. Et pourtant, il est bien. Kana avait mis machin là. Oui, Master Keaton. Non. Mais non, Rumiko Takahashi. Mais non, Inuyasha, au moment où l'animé était diffusé sur je sais plus quelle chaîne, sur Toonami, je crois, ou un truc du câble. Sûrement. Et c'était la version, américanisée, mais il était diffusé en France. Et Kana l'a sorti à ce moment-là. Daibex, je crois, avait les DVD. Ouais, tout à fait. Pareil, ça. Et en plus, c'est long, ils sont longs ces titres. Oui, mais même le début n'a pas marché, tu vois. Ah oui, alors là, non. Non, il y a un vrai problème avec Rumiko Takahashi en France, mais j'aimerais qu'elle ait le prix, ne serait-ce que parce que c'est un patrimoine vivant de la bande dessinée dans son ensemble, quoi. C'est une femme qui a compté et qui continue à compter à la fois pour le patrimoine, à la fois pour la modernité de ses histoires, bref, tout, quoi. Et puis pour ce qu'elle représente. Et un deuxième et un deuxième, alors je vais chercher chez moi quand même, forcément. Ouais. J'aimerais bien Jésus et Bouddha, ouais, pareil pour ce que cela représente. Surtout aujourd'hui, voilà, tu vois, l'entente entre les religions, ça peut être sympa. Montrer qu'on peut se moquer de Jésus aussi gentiment, parce que moi je dirais avec Bouddha, intelligence. Avec intelligence et finesse. Parce que justement, je me souviens quand on avait lancé Jésus et Bouddha, on l'avait annoncé, les journalistes n'avaient que le résumé, et un journaliste d'une rédaction que je ne nommerai pas. La Croix.
moi. Non. C'était facile. Non, justement, non. J'étais assez surpris. Il reçoit les épreuves, il lit, et puis il dit, je sais pas, j'étais vachement déçu par Jésus et Bouddha. C'était beaucoup moins subversif que à quoi je m'attendais. Il dit ah bon mais quand même Jésus il joue aux jeux vidéo, enfin en plus on a mis 2 ans à sortir ce titre en France parce que l'auteur était là, mais vous êtes sûr que ça va vexer personne, hein, machin. Et oui, effectivement, je lui ai envoyé des couvertures de Charlie Hebdo pour lui dire voilà, il y a ça en kiosque toutes les semaines, franchement vous inquiétez pas. et le journaliste qui avait lu Jésus et Bouddha en avance pour pouvoir interviewer l'auteur a dit j'étais un peu déçu quand même. Moi je m'attendais à ce que Jésus aille aux putes. D'accord, oui, plutôt ce genre-là. Et les vraies vacances de Jésus. Oui, parce que lui, les vacances sexuelles de Jésus. Non, mais quand il entendait les vacances de Jésus et Bouddha, il avait encore en mémoire la BD de Gottlieb, où Bouddha, Jésus, Mahomet, tout ça fumaient des joints en fait. Et il s'attendait à ça, il s'attendait à ce que Bouddha soit sous extase et que Jésus aille aux putes. Or il dit oh bah non, ça va, c'est gentil, il joue aux jeux vidéo. Et c'est là que tu vois aussi un petit peu le côté franchouillard quand même. Non, mais surtout le gap entre l'attente et la réalité. Après, c'est vrai que pour le défendre, le seul exemple que nous avions de la religion, on va dire en BD, c'était Gottlieb, essentiellement, au Flux glacial, Charlie Hebdo, qui était beaucoup plus irrévérencieux. Qui sont très irrévérencieux. Alors que Jésus et Bouddha, c'est un manga qui est vraiment bienveillant. Mais on fait une petite aparté par rapport à Angoulême, mais t'as jamais eu de critique par rapport à ce type d'ailleurs, plus côté mon Dieu c'est Jésus ou c'est Bouddha et il y a un problème? Non. Et à tel point d'ailleurs que je crois que en voyant le succès français, ils ont essayé de le sortir dans d'autres pays parce que ça les a un peu rassurés. Bon, les États-Unis c'est niette. En Thaïlande alors je sais plus si en Thaïlande il est sorti censuré ou s'il est pas sorti du tout. Mais en Thaïlande tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi à Bouddha en fait. Ah oui. Voilà. Donc je me souviens plus s'il est pas sorti, j'ai pas du tout préparé évidemment, mais je me souviens plus si soit il est pas sorti en Thaïlande, soit il a été sorti super charcuté, un des deux, je me souviens plus, mais voilà, il y a pas que Jésus qui pose problème, tu vois. Les aventures de Jésus et de Jésus et son copain. Et B. Jésus et Perma. Moi je sais je crois que Jésus et Bouddha est sorti en Italie. Ouais. Moi je sais que dans ma librairie j'ai vendu la série à une sœur qui avait beaucoup d'humour et qui m'a dit c'est génial. Mais c'est bienveillant parce qu'elle dit c'est pas irrespectueux, c'est drôle. juste les textes adaptés de façon humoristique. Il y a plein de références aux textes bibliques. Je kiffe trop qu'elle a dit. Et surtout moi j'étais au centre du livre l'année où elle est passée, elle expliquait qu'elle avait une éducation religieuse bouddhiste et chrétienne, et c'est pour ça qu'elle se moquait aussi gentiment, parce qu'elle avait beaucoup d'affect pour ses personnages en général, quelles que soient ses séries, mais là encore plus parce que ça l'a touché à son enfance et qu'elle voulait pas manquer de respect à ses croyances. Tout à fait. Donc voilà, j'aimerais bien qu'elle gagne. Ça, je pense que ça serait mérité. Ah oui, ça serait une bonne chose. On aurait. Après, pour moi, ça serait récent. Ça serait ça changerait du prix. Non, mais après, s'ils veulent filer un prix à Anus Beauté ou à Kiana, je prends. Non, mais on pourrait créer des, je sais pas, des prix genre médical, le meilleur titre médical, Anus Beauté, manga d'utilité publique. Voilà. C'est vrai. Bah oui, non, mais moi je le vois comme ça. Tu le places comme ça au client? Alors moi, le Anus Beauté, c'est plus simple en fait. C'est tu parles de séries autres, et bien vous avez pas autre chose? Est-ce que vous voulez un manga sur les hémorroïdes? Voilà. Et là, tu sais, il y a un temps d'arrêt qui se fait parce que la personne ne comprend pas ce que tu viens de dire. Je sais pas si tu plaisantes ou si c'est sérieux. Voilà, vous avez utilisé le mot hémorroïde. Mais oui, complètement. Vous m'intriguez. C'est le premier pas vers l'achat. Et effectivement, en bout de 5 minutes, merci de m'avoir vendu ces 2 tomes. Je reviendrai. 50% de chance. En disant hémorroïde. Donc non. S'il a un petit sourire après hémorroïde, genre. Généralement, les gens reviennent plutôt satisfaits en me disant, ou je ne savais pas, ou je savais et j'ai appris encore plus de choses. Ouais. Donc franchement, voilà. Alors après, c'est un cas. Je pense pas qu'il gagnera, mais si on peut passer commande, si Angoulême nous écoute, une expo Hirohiko Araki. Ah ouais. Expo Jojo avec défilé de mode et tout, mais ça serait mortel. En plus, je pense que au niveau de l'habillage, du graphisme, ça collerait parfaitement. Ça colle. Bah, attends, Renan au Louvre, il n'y a pas mieux pour se valider. C'est bon, là on a le titre. Bon bah c'est bien tout ça. Attends, suis-je bête au niveau Grand Prix Matsumoto Leiji? Ah oui. Ah oui, mais là va falloir se dépêcher là. Parce que là faut y aller avec une éponge. Vous nous écoutez Angoulême. Et puis en plus t'as le côté patrimoine, Albator. Patrimoine là, ça fait une exposition une année. Oui, tout à fait. Là moins que patrimoine c'est pas possible. Gonagai.
Ah ouais. J'y ai pensé, mais... On a du temps encore, un peu. Il a plus la pêche, tu penses? Ouais, je pense. Puis lui, il a un méca, tu vois. Et Maître Légy vient de fêter ses 80 ans ou 81? Je dirais 90 ans, moi, mais... Non, mais j'ai vu... 80 ans, c'est pas possible. Bon, il a un certain âge. Non, mais c'était il y a pas longtemps. C'est un honorable. Un vénérable. C'est un vénérable vénéré. Voilà. Enfin bref, donc voilà. Lui, d'accord. Bon, bah écoute, si on t'écoute, bah écoute. Ah, mais je ne fais pas la pluie ni le beau temps. Non, bah nous non plus, ça se saurait. Mais bon, qui continuent sur leur mode international. Voilà, nous on n'est pas des influenceurs. Donc bah c'est formidable parce que nous 6 moins 1 maintenant, on a fait quand même un peu plus d'1h40, c'est pas mal hein, pour un sujet qui est d'actualité. Si le mec écoute le podcast ou la fille écoute le podcast en allant courir, là il est mort. Ouais. Ah bah là, toujours ça, là il va cracher ses tripes hein. Il ou elle. J'ai fini la course mais c'était dur. Hein. Donc on va déjà remercier Daniel Andrieff d'avoir participé, même s'il a dû nous quitter de façon précipitée. Voilà, trop vite. Voilà. C'est l'inondation. Voilà, bah oui. Il n'avait pas de RERC. On remercie aussi Grégoire Hello, directeur de collection de Kurokawa, d'avoir encore participé. Merci beaucoup. La première de l'année. Oui, pas la dernière, j'espère. Non, certainement pas. On en a d'autres pas tout de suite, mais dans les cartons. Fabrice Renaud, agent et traducteur. Merci. Encore d'être revenu. Est-ce qu'on a le droit de dire ce que tu as traduit ou pas? Du coup, pour que les gens te situent un peu. Ouais, un titre. Un que t'es fier, hein, pas les autres. Garçon insoumis. Hein? Ah, tu l'as lu aussi? Non, j'ai fait dans les 2-3 films de One Piece. Ouais, mais lesquels? Alors attends, c'est quoi? C'était il y a longtemps. Les cerisiers. Ah. Le géant mécanique. Le géant mécanique, ok. Oui, c'était genre à l'époque 4, 5, 6 quoi. Ouais. Voilà. Et aussi là, au niveau série Gargantia. Ah, oh. Voilà. Et un manga. Un manga. Ouais. Yamato. Space Yamato de Matsumoto. D'accord, ok. Chez Kana? Oui. Chez Black Box. Chez Black Box, pardon, oui. Ah ouais, c'était chez eux, c'était pas chez Clair de Lune. Ah bah non, il y en avait eu 2 en fait, oui. Il y en a eu un chez Clair de Lune et puis il y en a eu un chez Black Box, effectivement. Plusieurs éditions. Voilà. Donc bah c'est formidable. Un traducteur de vénérable. Je vais vous remercier aussi tous les deux. Ah, c'est gentil. Voilà, merci d'être là encore. Là, toujours. C'est moi, t'as dit merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là, jeu de mots de merde. Et puis Thunder qui s'est tapé une belle chronologie. Ouais, d'Angoulême. D'Angoulême, hein, j'ai Année apprécié le le travail. pré-année. Good job, comme dirait l'autre. J'en pouvais plus à la fin. Et je me remercie moi-même d'avoir lu tout ce qu'il y avait à lire. Que vous dire? On va déjà dire merci aussi à mangamag.fr de publier régulièrement des belles news et des beaux articles. On va remercier la librairie Yaku Shop parce que on est dedans et puis qu'il fait moins froid que dehors, à la limite. Et puis que vous dire, on va vous quitter sur un morceau de musique que vous n'entendrez pas si vous êtes sur YouTube, puisque YouTube nous dégagera très vite fait la vidéo. Donc pour les gens qui vont rester sur le fichier audio sur notre site web www.mangacast.fr et sur nos autres diffuseurs que sont Bad Geek et potentiellement YouTube mais sans la musique. Voilà. On va écouter le dernier morceau, ça sera le générique d'ouverture de Red Ice Sword, Akame ga Kill, publié aux éditions Kurokawa. Et le titre de la chanson s'appelle, je sais plus d'ailleurs. C'est Akame ga Kill, non? Mais non, qui chante. Voilà, le titre c'est Sky Reach et l'interprète c'est Sora Amamiya. Donc on vous kiffe, on vous fait des bisous et puis on vous retrouve dans le prochain Mangacast Omake où là on vous donnerait des bons conseils ou pas de lecture et d'animé. A plus, merci, salut, ciao.